Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence. Puis en plus, ça nous fait une belle petite introduction. Déjà, par rapport à qui tu es, depuis quand tu as commencé, qu'est-ce que l'immobilier t'a apporté, mais d'abord, dans quelle zone est-ce que tu opères, et puis qui est-ce que tu es, présente-toi. On aimerait bien savoir qui tu es. Eh bien, Marc Brody, donc j'opère dans le secteur du Maine-et-Loire, pour ceux qui connaissent, entre Angers et Tours. Ensuite, j'ai commencé depuis 4 ans donc l'immobilier. Donc la première année, je l'ai commencé, bon, c'était encore au statut micro-BIC, donc en gros, à compte pas, on va dire ça. La catastrophe. Au niveau des banques, c'est ça, au niveau des banques, non, il n'y a pas de bilan, donc ça passe pas. Ouais. Donc j'ai commencé avec, j'ai voulu faire de la colocation, sauf que comme les travaux se sont finis tard, parce que j'avais signé au mois de septembre, les travaux sont finis au mois de novembre. Dans ma ville, pour la colocation étudiante, c'était mort. Ah ouais. Donc je suis passé en courte durée pour amortir le truc, on va dire, le temps que la nouvelle année arrive. Et au final, avec les revenus que j'ai fait en courte durée, premier mois, j'étais à 1006 ou 1007, un truc comme ça. Et avec la coloc, j'aurais dû être genre à 1000 balles. Donc, je me suis dit, ouais, c'est parce que c'est le mois de décembre, il y a eu les fêtes de fin d'année, c'est normal. Donc, j'ai continué l'année suivante, histoire de me dire... C'était quoi, c'était en 2020, c'est ça bon ou c'est... Ouais. 2020, pendant la crise coronavirus. Ouais, la crise Covid. Mais sauf que moi, en plus, j'avais un hôpital juste à côté. Ah. Moi aussi, j'ai des apparts qui avaient un hôpital qui était juste à côté, ça m'a pas permis de remplir plus que ça. Hein. Ah ouais? Ouais. Moi, ça remplit de ouf. Et donc, après, sur l'année 2021, ça s'est bien déroulé. Je suis monté jusqu'à une moyenne d'environ entre 2003 et 2005 ouais, putain. mensuel. Ouais, 2020, ouais, c'était donc, je me suis fou, dit, je vais rester en courte durée, et puis je vais réitérer l'opération, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Mais donc, et avant ça, en fait, disons que déjà, t'es dans quel secteur de France? Comment ça, dans quel secteur? Ce que je disais, je suis dans le Maine-et-Loire. Maine-et-Loire, ok. Sur quelle ville? Ouais, Maine-et-Loire. Sur Saumur. Saumur, ok. Et puis donc du coup, mais avant d'en arriver à l'immobilier, qu'est-ce qui t'a fait que tu t'es dit, tiens, il faut que je fasse des levées de fonds sur l'immobilier ou que je commence quelque chose? J'ai testé tous les business en tout genre. Hein. Je suis passé du trading par le MLM, par l'e-commerce. Je suis passé vraiment par tout. C'est vrai? Donc j'ai fait. Le pire, c'est que j'ai fait des trucs de malade. Hein. J'ai fait avec le trading et tout, j'avais fait des revenus. Il y a un mois, j'avais pété les 50 000 balles de revenus carrément. Non. Pour me faire défoncer derrière. Bref, il y a rien qui allait, tu vois. Puis le problème, c'est que moi, j'ai tendance à être vraiment un gambler. Moi, je vais au casino, je mets tout sur le rouge. Ouais, d'accord. Rien Cherche à pas, foutre. quoi. Et du coup, par contre, j'ose tester les trucs comme ça, et c'est ça, on va dire, j'ai eu un gros coup de chance. Profil fonceur, quoi. Ouais, c'est ça. Tout sur le rouge, et puis bon, ça passe pas par contre, j'ai plus rien, je suis à poil, quoi. C'est ça. Mais bon, après, je vais réessayer sur le rouge parce que on sait si jamais, je fais le martingale, ça va marcher, le j'insiste. Et donc, du coup, et en fait, que au début, donc, j'étais Vas-y. au début, je bossais en centrale nucléaire. J'étais tuyauteur. Et donc, automatiquement, vu que j'étais en déplacement, j'avais des gros revenus. Bah ouais. Donc, après, automatiquement, on va dire, je suis pas parti de 0-0. J'avais quand même des bons revenus, donc ça m'a quand même permis d'emprunter. Ok. Et en termes de diplôme, du coup, t'avais fait quoi? Non, en termes de diplôme, j'ai juste un bac pro plomberie. Bac pro le plomb. Ok, ça marche, ouais. Ouais, bac pro, pour ceux qui connaissent Temsec. Donc, technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques. Ben ça, c'est quand même un beau passeport parce que dans la mesure où tu as une difficulté de revenus à droite ou à gauche, de toute façon, sur ce type d'emploi, tu n'auras jamais de problème d'emploi. Oh non, ça c'est sûr, je serai jamais emmerdé là-dessus. Et dans la mesure où tu as un petit peu de flexibilité au niveau géographique, je ne sais pas si tu as déjà des enfants ou pas, mais en tout cas, je veux dire, on a vite fait d'aller taper du gros revenu sur ce type de secteur d'activité. En tout cas, pour faire de l'immobilier, c'est pas mal, quoi. Surtout que là, depuis cette année, je suis vraiment passé sur la courte durée haut de gamme. Ouais. Et là, franchement, on passe à un tout autre niveau d'investissement. Et clairement, les revenus ne sont pas les mêmes. Là où sur des logements, on va dire, un T2 standard, tu vas tirer genre 1000 balles par mois. Ouais, c'est ça, ouais.
tu le loues en haut de gamme, donc avec les bons équipements, avec tout ça, mais ça j'expliquerai après, tu peux taper les 5000 balles sans problème. D'accord. En fonction de l'emplacement, parce que c'est toujours l'emplacement qui est hyper important. Qui joue là-dessus, quoi. Sur Saumur, vous C'est ça. êtes un peu emmerdé au niveau de la mairie par rapport aux surfaces compensatoires. Ces choses-là, je connais pas très très bien, hein. Alors, pas encore, ça va venir. Là, on a eu une petite tentative, c'est l'année dernière, du maire pour ce qu'ils viennent de faire actuellement là pour le projet pour la loi, c'est même pas le projet, c'est la loi carrément, au niveau des 90 jours pour les résidences principales. Avant, en fait, il avait tenté l'année dernière, sauf que c'est pas passé. Et donc, voilà, cette année, ça va être mis en place. Mais après, oui, il demande à ce qu'il y ait un numéro d'enregistrement, tout ça. Bon, après, sur Saumur, disons que c'est un peu du n'importe quoi. Pour tous mes logements, à chaque fois, j'ai demandé un numéro d'enregistrement. On dit oui, on vous envoie le dossier. J'ai jamais eu de dossier, j'ai rien eu. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. D'accord. Ah, c'est vraiment du fonctionnaire standard. C'est une ville de combien d'habitants, Saumur? Je me rends pas bien compte. En fait, alors Saumur, Putain, je sens que suite à cette vidéo, je vais avoir énormément de concurrents qui vont débarquer. Parce que ce qui va se passer à Saumur en 2026, c'est qu'il va y avoir un casino. D'accord. Il va y avoir un casino suite à une loi qui a été votée l'année dernière. On pourrait carrément l'appeler la loi Saumur. Ah ouais. Clairement. D'accord. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a un petit groupe Ils ont fait clairement du lobbying. Et ils ont fait pression sur des sénateurs pour qu'il y ait des casinos dans les villes de France où il y a des centres équestres. Ah ouais, parce qu'on avait déjà les termes. Ouais. Luxeuil-les-Bains, Plombières-les-Bains, tous les bains, Aix-les-Bains, t'as des casinos. Et là, c'est aussi pour les centres équestres, du coup. Ça. Exactement, sauf qu'avec des petites conditions, ce qui fait que ça touche que Saumur. Ah d'accord, alors c'est quoi ces conditions? Alors là, je les ai plus en tête comme ça, mais en gros, faut qu'il y ait des centres équestres de réputés nationaux, machin, toi, c'est assez technique dans leur truc, il faudrait que je le retrouve. Tu pourras, je te les ressortirai, tu pourras les avoir au montage. Mais en gros, ouais, on va avoir un casino sur Saumur, donc ça va attirer énormément de touristes. D'accord. Donc du coup, ouais, il va y avoir une grosse demande qui va arriver là-dedans, quoi. Ouais, là, tu vois, les prix, en seulement 2-3 ans, on est passé de, allez, disons, un peu moins de 1000 balles du mètre carré. Là, on est rendu à plus de 2000, carrément. Et une fois qu'il y aura le casino, je pense qu'on va taper pas loin d'Angers, dans les 4000 balles sur certains trucs. Ok, donc on a une grosse pression haussière là-dessus, quoi. Juste à cause du casino, tu penses que ça peut faire vraiment péter... Tu penses que ça peut vraiment faire péter la demande à ce point-là, quoi? Ouais, parce que vu comment ils misent sur le truc, là, c'est hallucinant. Tous les commerçants, ils misent de malade là-dessus. Ok. Il faut que ça marche après derrière. C'est sûr. Faut que ça marche. Mais en tout cas, il y a un truc sur lequel tu m'avais un peu surpris, c'est vrai, c'était par rapport à la location courte durée. Ceux qui me suivent et toi aussi, je pense que tu es au courant, moi j'en ai fait énormément et je suis en train entre guillemets d'en sortir. Attends, excuse-moi. Je suis en train d'en sortir pour faire des choses plus patrimoniales. Moi je suis sur plusieurs villes et je suis en train de sortir d'une certaine ville pour aller plus le secteur là où je suis, moi en frontière suisse. Donc c'est vrai que la location courte durée, c'est vrai que j'ai été bête parce qu'au moment où j'étais chaud là-dedans, j'ai pas beaucoup documenté ça. Mais par contre, quand tu me dis que tu arrives à passer de 1000 ou 1500 euros par mois sur une location courte durée classique sur un T2, ça c'est des chiffres que je comprends tout à fait, à 5000, ça m'intéresse, ça. En fait, il y a plein de méthodes dans la courte durée. Le problème, c'est que les gens, à chaque fois, ils s'imaginent que je mets mon appart en courte durée, je mets mon appart sur Booking, sur Airbnb, et j'attends que ça se passe. J'ai des réservations, et voilà, j'attends que ça se passe, et on se démerde. Non, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est comment font les hôtels, et qui plus est, comment font les palaces. Ils ont plein de techniques pour pousser le client à la consommation, et il faut que le client consomme ce qu'on appelle des upsells, donc des services additionnels. Il faut vraiment qu'il consomme en plus de la réservation. Par exemple, moi, là, sur certains appartes que j'ai, dont un en particulier... On peut faire passer des images en post-production ? Oui, il n'y a pas de souci, je t'enverrai tout ça. J'en étais où ? Oui.
Sur ce logement, en fait, et même d'autres, mais comme je disais, celui-là vraiment, je propose par exemple une arrivée anticipée à 15 € de l'heure, un départ tardif, toujours à 15 € de l'heure. Je propose par exemple une arrivée romantique où je fous des pétales de rose, des fausses bien sûr, hein, donc réutilisables, des ballons en cœur, des bougies LED, bref, plein de trucs comme ça. Ce qui fait que le client, je dis n'importe quoi, il a réservé, ça lui a coûté 200 balles la nuit, et bien là, ça va peut-être monter sa réservation à 300 balles, 350 balles, on n'en sait rien. J'ai déjà réussi à avoir une réservation où il y en a eu pour plus cher d'upsell que de réservation. C'était une réservation à 250 balles quand même. C'est vrai? 250 balles la nuit ou le package? 250 balles la nuit. La nuit, putain la vache. Donc déjà, tu as un prix de base qui est costaud déjà. Automatiquement, comme je disais, c'est du haut de gamme. Donc, du haut de gamme, ça veut dire quoi? C'est quoi le haut de gamme? Le haut de gamme, déjà, c'est l'emplacement. Premier truc, c'est l'emplacement. Ensuite, c'est la décoration. C'est ce qu'on appelle la valeur perçue. Il faut que ça ait l'air. Quand on regarde, par exemple, dans les grandes marques de vêtements, ça, souvent, hormis aller un petit peu, on va dire, la qualité, mais je sais pas, ce que tu peux avoir chez Louis Vuitton, ça n'a rien de plus que ce que tu peux avoir à Zara. Le seul truc, c'est la valeur perçue. Parce qu'il y a le logo de la marque, il y a tout ça. C'est vraiment la valeur perçue. Donc là, c'est la même chose. Au niveau de la déco, il faut avoir une excellente valeur perçue. Et dernier truc, les équipements. Les équipements, ça va être quoi? Ça va être un jacuzzi ou une balnéo, ça dépend, en fonction de la place qu'on a et de l'agencement. Ça va être une clim, ça va être un vidéoprojecteur. Ça va être tous ces éléments qui vont faire que tu vas pouvoir proposer un prix beaucoup plus élevé. Le côté waouh, quoi. Exactement. C'est la même chose que tu vas chercher à provoquer quand tu veux vendre. En plus, toi, tu es vraiment bien placé pour le savoir. Quand tu veux vendre une résidence principale, tu veux vendre un appart, il faut que les gens rentrent dedans et se disent « Waouh, ah ouais, c'est vrai que là, je peux faire des trucs. » Il faut que ce soit chez moi, ouais. Exactement. Et là, moi, je cherche pas à faire de la réservation qui va durer une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est une nuit. C'est une nuit, maximum 2 nuits. Il faut qu'il y ait un turnover qui soit le plus élevé possible pour que derrière, je puisse vendre le plus d'upsell. Bien joué, ok. Après, par contre, ça demande énormément de gestion parce qu'on a beaucoup plus de services clients. On a également beaucoup plus de ménage. Donc, il faut avoir le personnel qui suit derrière et il faut avoir tous les réappros. Par exemple, moi, je mets un truc que tu trouves dans les hôtels, je mets dans mes logements. D'ailleurs, j'ai encore une conso tout à l'heure. C'est le minibar. Ok. Mettre un minibar, pareil, c'est extrêmement important. Ça te fait des consos. T'es tranquille, toi, ça te coûte 3 fois rien. Tu marges à 80-100% dessus et t'es tranquille. Et c'est toujours ça en plus qui rentre. Mais tout ça, par contre, il faut avoir une excellente comptabilité et il faut bien gérer son truc. Ouais, c'est ça, parce que là, j'allais te dire qu'on est là, on est clairement sur une activité commerciale. On fait plus d'immobilier, là, presque, pour ainsi dire. Ah bah non, clairement, c'est de l'activité commerciale. On est sur une activité commerciale, donc ça veut dire que c'est peut-être pas non plus c'est un statut qui est peut-être un peu différent de ce que la masse peut connaître. Disons que le statut reste à peu près reste le même. Hein. Tu peux le faire en LMNP si tu le souhaites. Tu peux le faire en LMNP. Ce que je conseille vraiment, c'est par exemple, tu as plusieurs logements, c'est d'avoir une société qui achète les logements et une société qui exploite. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Ça, c'est ce que je conseille parce qu'au niveau des consos, tout ça, c'est beaucoup plus simple derrière d'avoir un seul compte qui regroupe tout, t'es tranquille. Je suis d'accord, parce que là, sur la structure là, que tu es en train de me dire, moi, j'ai envie de dire une société qui détient, qui investit, une SCI par exemple, et une société qui exploite, une SAS par exemple. Par exemple. En démembrement ou un truc comme ça, parce que est-ce qu'on a le droit de revendre des produits de minibar sous du LMNP? Je sais pas. Est-ce que tu crois que c'est possible? Bon, après, ça dépend comment tu vas le présenter, on va dire. C'est comment tu le noies dans le bail, quoi. Ouais, en gros... Normalement, toi, par exemple, je fais un truc que je suis pas censé faire, je vends des bières. Normalement, j'ai pas le droit de le faire. Et moi, il me semblait qu'il fallait une licence ou un truc comme ça.
Pour ça que, c'est ça, il faut une licence. Moi j'avais une dame sur le groupe WhatsApp, c'est là que j'anime, où il y avait une dame qui revendait, en fait, qui proposait de revendre des trucs un peu en plus, c'est-à-dire une espèce une espèce de coffret avec, où tu peux verrouiller, et en gros, bah, tu mets les sous dedans, ça déverrouille le truc, et puis tu peux te servir ce que tu veux, avec des produits un peu particuliers, quoi. Puis moi j'avais dit que là-dessus, attention licence, parce que moi j'aime bien dire sur les produits qu'on revend, rien dans la bouche, rien sur la peau. On vend pas de crème, on vend pas de... Tu vois, pour éviter tous les litiges qu'il peut y avoir. Tu vois, s'il y a une... Exactement. D'ailleurs, moi, c'est ce que je dis à chaque fois aux personnes qui me parlent de ça, qui me demandent, ouais, mais est-ce que je peux proposer des repas, des trucs comme ça? Alors, si tu proposes des repas, attention. Déjà, bon, au bout d'un moment, tu vas te faire requalifier, parce que ça transparaîtra sur le bilan comptable. Mais au-delà de ça, les risques d'intoxication. Bah, c'est ça. Moi, par exemple, je propose des repas, sauf que j'ai un truc en particulier, c'est qu'on a un restaurant qui fait ça dans ma région. Il propose des repas, mais qui sont dans des bocaux. Ah ouais? Et donc, c'est pasteurisé. C'est-à-dire que tu as une durée de conservation qui est extrêmement longue et tu n'as pas de risque d'intoxication ou truc dans le genre. Et en plus, c'est pas authentique, je trouve que le mot. C'est particulier, quoi. Ouais, voilà, et les gens, ils aiment bien. Ok. Que ce soit... et là, sur ce genre de truc, là, tu diminues énormément le risque qu'il y ait une intoxication ou machin. Là, si le mec, il a un truc, ça sera pas avec ça, quoi. Bah, moi, pour aller même dans ton sens, pourquoi est-ce qu'en location courte durée, moi, j'aime pas les animaux, même si moi, j'adore les bestioles, c'est pas le problème. Mais ce cas, c'est que, mettons que tu acceptes, par exemple, d'avoir un chien qui vienne dans un de tes appartements. Tu fais le turnover, tu fais le ménage. Juste derrière, il y a une personne qui vient qui est allergique aux poils. J'ai exactement elle a un problème. Justement, quand les gens me demandent à chaque fois, je dis non. Bah non, je suis désolé. Et puis souvent ils disent mais attendez, mais c'est un tout petit chien. Je dis mais c'est pas ça le problème. Moi j'adore les chiens, c'est pas le problème. Le problème c'est que vous venez avec votre chien, juste derrière il y a quelqu'un qui vient qui fait un choc. C'est vous, c'est pas moi, quoi. Enfin c'est moi, c'est pas vous. C'est ça. Donc c'est pour ça que sur la location courte durée, enfin au contraire, moi j'aurais rien contre les animaux, mais faut vraiment bien le spécifier, quoi. Dire attention, il y a des animaux qui peuvent venir dedans, quoi. Parce que je sais que j'avais eu un pote qui s'était fait un peu emmerder avec ça, quoi. Il y avait une dame qui était arrivée juste derrière des locataires qui étaient venus avec un petit chien, quoi. Elle a fait un choc, elle a fini à l'hôpital, elle laisse tomber, quoi. Laisse tomber, elle voulait porter plainte, tout le bordel, il avait tout faux. Je connais parfaitement ce genre de truc. Déjà, rien que ça sur les animaux, tu vois, pourtant ils font pas de mal, mais alors j'imagine sur la bouffe ou sur l'alcool ou je sais pas quoi, enfin purée, là t'as une personne qui se blesse ou qui fait quoi que ce soit, putain, mais tout faux, quoi. Et d'ailleurs, un autre truc, moi ça m'est arrivé, une personne qui a fait un malaise dans le jacuzzi. Oh! Ah oui, tiens, j'y ai pas pensé à ça. Parce que ça, normalement, les jacuzzis, on sait, c'est maximum 20 minutes. Oui, non mais... Au niveau de ce qui est recommandé. Normalement, c'est maximum 20 minutes. Il y a des personnes... moi, je l'ai déjà vu parce que, étant donné que mon logement est équipé en Philips Hue, donc domotique pour la lumière, s'il y en a qui ne savent pas, en gros, je peux voir sur mon téléphone quand c'est allumé. D'accord. Et quand je vois qu'au niveau du jacuzzi, c'est allumé, bon, à moins que les gens oublient d'éteindre, mais bon, je me dis, bon, quand même, chelou. Il y a parce que moi, si c'est allumé, en fait, hyper longtemps, je reçois une alerte sur le téléphone. Ça, c'est pas mal, ça. Pour éviter que si les gens partent et qu'ils laissent allumer, bon, bah, que ça me fasse de la conso pour rien. Et il y a déjà des personnes qui sont restées genre 4 heures dans le jacuzzi. 4 heures? Ah oui, j'ai déjà vu comme ça pendant 4 heures consécutives et d'un coup, paf, ça s'éteint. Donc, à moins qu'ils oublient d'éteindre, mais... Voilà, tu dis, putain, quand tu restes 4 heures dans le jacuzzi, et là, j'en ai vu un, du coup, qui avait fait un malaise. Et le problème, c'est que si t'as un truc comme ça, le mec, il fait un malaise, il claque un truc comme ça dans le... Bah, là, ça va être mignon derrière. On fait comment, là? Parce que déjà, tu vas avoir une enquête pour commencer. Ouais. Donc, ton logement, là, c'est mort. Et puis, je sais même pas si la PLO marche. Là, sur un truc comme ça, là, je sais pas si ça marche. Ah là, je sais pas. Parce que en plus, on n'est même pas assuré, tu sais, d'essai, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, en plus, sur un truc comme ça. Après, je pense que tu dois le spécifier dans ton assurance. Moi, après, j'ai vu avec mon assureur. Moi, j'ai fait des assurances spécifiques. Ouais, elles doivent être spécifiques, pour vraiment me dédouaner de tous les trucs. Parce que, ouais, ça, c'est un truc, j'ai oublié de le dire, mais quand on fait du haut de gamme comme ça, faut bien s'assurer derrière. Parce qu'on met à disposition des équipements. Donc, par exemple, si, comme je disais, hein, tu as les balnéos, tu as le jacuzzi, ceux qui ont des piscines, tu as intérêt de bien t'assurer derrière. Je pense. Hein. Ouais, parce que
Et bien mettre un peu partout dans le logement, attention, machin, tu mets des petits cadres, tu fais un truc propre, mais t'expliques. Parce qu'autrement... Ouais, c'est ça, c'est vrai, on devient une société qui est bête, quoi. Faut tout écrire, même les choses les plus basiques parfois, sous peine de quoi ça peut se tourner contre toi. Déjà, ouais, comme tu dis, déjà que les gens ils sont pas fut de base, mais là, waouh, là c'est compliqué des fois. Ah bah ça je suis bien d'accord. Mais je voulais te demander, la personne qui est restée 4 heures dans tes logements, est-ce que c'est la même que celles qui ont organisé une partie fine chez toi? Non, ça c'est dans un autre logement. Dans un autre logement. Tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Je sais que tu as fait une vidéo là-dessus, on la mettra. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que bon, les gens te découvrent, alors tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Cette partie fine là, en fait, c'est dans mon premier logement. D'ailleurs, je suis en train de le revendre. Donc, premier logement où je peux accueillir jusqu'à 8 personnes. Donc là, il n'y avait que 2 personnes qui avaient réservé. Moi, à ce moment-là, je ne m'étais pas posé la question. Mais les prix étaient bas, on était en saison basse, je me suis dit, c'est normal. Et sauf que le lendemain, quand je suis allé faire le ménage, je me suis rendu compte que là, c'était n'importe quoi. Quand je suis rentré dans le logement, déjà, j'avais la table, mais elle était poussée contre la baie, elle était complètement bloquée. J'avais le canapé qui est au milieu de la pièce, et la table, elle était grasse. Il n'y avait rien qui allait. Il n'y avait pas d'odeur en particulier ou quoi, mais il n'y avait rien qui allait. Je rentre dans une chambre, pas dire les détails, mais il y a un enfoiré en fait qui avait tiré sur le mur hein, pour la faire soft. Ah si, je te jure. Et en fait, quand j'ai pris le livre d'or, parce que j'aime bien le regarder à chaque fois pour voir un peu les retours des gens, tout ça, et là en fait, il m'avait raconté toute la soirée. Pour ceux qui iront voir la vidéo, du coup, si Renaud... on la mettra en lien, bien sûr. En épinglé, vous pourrez voir, j'ai partagé justement la feuille avec les détails de la soirée. Non, mais c'est quand même fou, ça. Ils m'ont tout raconté. D'ailleurs, en parlant de ça, sur ce problème, moi, c'est un gros problème que j'ai, et que beaucoup de gens rencontrent, sur les nuisances qu'on peut rencontrer en location courte durée. On le sait, quoi, tout ce qui a trait par rapport à la prostitution, par rapport aux salles de shoot que moi j'ai déjà vues chez certains de mes collègues, point de deal. Enfin vraiment, moi, je trouve que ça a une tendance à la multiplication, notamment plus via Booking que via Airbnb. Je sais pas si tu as cette même sensation que moi, mais enfin, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui a une tendance à se multiplier en ce moment et j'ai vraiment de plus en plus de personnes qui se plaignent de ça. Parce que d'autant plus que d'un point de vue juridique, tu es tenu responsable. Si tu tires de l'argent d'une salle de shoot ou de la prostitution, tu peux être considéré comme proxénète ou comme dealer. C'est ça. À partir du moment où tu fais pas de dépôt au commissariat, tu peux être considéré comme complice. Et après, c'est à toi de prouver que... Moi, vraiment personnellement, j'ai jamais eu trop de soucis. J'ai juste eu une fois, mais ça c'était avec un logement donc en longue durée sur un immeuble que j'avais, où j'avais fait une vidéo là-dessus, sur une nana justement qui était escorte. Mais en soi, c'est vraiment la seule histoire où ça aurait pu, j'aurais pu me faire emmerder derrière. À chaque fois que j'ai eu des réservations, des fois sur le logement là, du coup dont je parlais là, qui est en haut de gamme là, donc c'est une love room pour ceux qui savent ce que c'est. Et j'ai déjà eu, parce que moi c'est une serrure connectée que j'ai, donc je vois dès que quelqu'un ouvre la porte ou la ferme. J'ai une notif. Donc ça, pareil, c'est bien pratique. Et j'ai déjà eu sur des journées comme ça où ça n'arrêtait pas d'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Mais après, disons que ce logement-là, il est dans un bâtiment où il y a quasiment que des bureaux. Ouais. C'est bien isolé et tout, donc je suis pas emmerdé. Et ça a peut-être choqué les gens, mais moi, au niveau de la prostitution, je suis pas là à dire ouais, mais non, il se prostitue chez moi, machin. En soi, j'en ai un peu rien à cirer tant que ça me touche pas. Par contre, si ça commence à y avoir des problèmes, des nuisances, tout ça, là, je vais aller voir directement la personne concernée. Mais autrement, une nana qui se prostitue, un truc comme ça, je me dis, je m'en fous, quoi, elle fait ce qu'elle veut. Ce que j'ai envie de te dire, c'est un peu toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, moi, sur les prostituées que j'ai, généralement, quand elles font, parce qu'elles aussi, elles font un peu la même chose que ce qui se passe en location courte durée. Moi, je trouve qu'il y a les stratégies volume et les stratégies haut de gamme, justement. Exactement. Celle qui fait du volume, tu vois, ça va être un bordel sans nom, il faut aller au flic direct.
Celle qui fait du profil haut de gamme, elle va avoir... en fait, celle qui a un profil haut de gamme, tu vas même pas le savoir. Tu vas même pas le savoir. Ouais. Ça, j'ai déjà remarqué. C'est pour ça que moi, faut vraiment... On le remarque parce qu'elles viennent régulièrement et puis qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là pendant 5 jours alors qu'elle n'a pas de raison particulière, puis elle vient régulièrement, donc à un moment donné, tu la coinces, tu lui poses une question, tu lui dis bon, c'est bizarre, puis elle te le dit, puis tu dis écoutez, vous revenez pas. Mais avant de la coincer, entre guillemets, t'es pas au courant, quoi. C'est pour ça que moi, je fais toujours la différence, allez, on va parler vulgairement, mais la pute de départementale et l'escorte. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment la grosse différence, et ouais, par contre, quand t'as une escorte, t'es pas emmerdé. Et puis c'est des clientes parfaites parce que vu qu'elles veulent revenir, elles te rendent l'appartement dans un état incroyable. T'as pas l'impression qu'elles sont venues, quoi. J'ai des amis qui font ça, qui ont déjà été concernés par ce genre de truc. Et ouais, franchement, appartement, mais rendu. Incroyable. Tu pouvais manger par terre. Incroyable. C'est fou. C'est la femme de ménage, à part les draps, elle a rien à faire, la femme de ménage, quoi. Ouais, c'est ça. Mais par contre, non, mais là-dessus, après, il n'y a pas à se poser 50 000 questions, machin. C'est que dès que ça commence, en fait, à vraiment causer des nuisances, tout ça, là, par contre, là, les flics, t'as pas le choix. Flics, je cherche même pas à comprendre, ouais. Et surtout quand t'es dans une copro ou un truc comme ça. Ah bah d'autant plus, ouais. Si c'est sur un truc isolé, bon, c'est autre chose, mais sur une copro, t'as vite fait qu'il y a un voisin qui appelle les flics ou un truc comme ça, et puis c'est pour toi, là. Ah oui, clairement. Hein. Bah, moi, là, il y a pas longtemps, j'ai eu un collègue électricien convoqué aux flics et tout. Hein. Il a vraiment fallu qu'il justifie, qu'il tirait pas de ça, mais c'est juste, en fait, il en a eu 3 qui se sont enchaînés les unes derrière les autres. Les flics sont allés le chercher, mais sauf qu'il était pas au courant, parce qu'il est pas à côté, c'est pas lui qui gérait. Et les flics sont allés le chercher, quoi. Garde à 20. Mais il y a il y a vraiment des zones en France, il y a vraiment des territoires où tu es plus ou moins sujet à ça. Moi, je sais que sur Saumur, après, globalement, c'est quand même une ville très pauvre. Donc, il n'y a pas trop d'escorting ou de trucs comme ça. Mais je vais te dire un truc, tu vois, moi j'opérais beaucoup à Vesoul, je suis sur Vesoul-Belfort et puis le Haut-Doubs, donc proche de la frontière suisse. Vesoul, c'est très pauvre aussi. Hein. Ouais. Et ça n'empêche pas un certain volume, quoi. Ouais, que là, moi sur Saumur, c'est pas fou, on va dire, à ce niveau-là. Ce que je remarque, c'est que moi, sur les villages qui sont aux alentours, par contre, ils sont vraiment pas concernés. Les gens qui ont des courtes durées sur les villages alentours, vraiment, ils sont absolument pas concernés. C'est vraiment dès que tu es en ville que c'est la fête, quoi. Donc je trouve qu'au niveau de la sélection secteur... La plupart de mes logements sont en ville. J'en ai juste un où c'est donc la résidence principale qui est légèrement excentrée. Mais autrement, ouais, tous mes apparts sont en ville et ça va. Bon, globalement, je suis pas emmerdé. Après, par contre, moi, je suis hyper réactif. Parce que c'est pas genre une conciergerie ou quoi, c'est moi qui gère mes logements. Donc, je suis hyper réactif et dès qu'il y a le moindre truc, hop, j'y vais. Ouais, c'est ça, ouais. Donc ça t'oblige quand même à rester pas loin. Si le problème peut être résolu à distance, j'explique aux gens tout ça, mais sinon, je me déplace. Ok. Non, parce que moi, je suis quand même à 2 heures, tu vois, c'est pour ça. Ouais, ça 2 heures aller, 2 heures retour, c'est pas la même, quoi. Ah oui. Moi, j'ai des gens sur place, hein, c'est pas le sujet, mais moi, je sais que je suis en train de gentiment d'en sortir, je veux des choses un petit peu plus passives, mais c'est vrai que, tu vois, par exemple, vraiment la stratégie haut de gamme, quoi, essayer d'aller faire péter le chiffre d'affaires sur un produit qui est très particulier et quelque chose dont tu es fier, parce qu'il y a ça aussi, quoi, sur l'aspect de l'investissement immobilier, c'est-à-dire qu'on a envie, nous, en tant qu'investisseurs, d'avoir un beau patrimoine, d'avoir des beaux produits, des choses dont on est fier, des choses où vraiment on se dirait, mais je suis content d'avoir ça, en fait, de pouvoir proposer ça. C'est qu'il faut pouvoir le valoriser derrière. Donc tu me parles par exemple du secteur de Saumur qui était à 1000, qui est passé à 2000 et qui a une tendance vers les 4000. Ça me paraît incroyable d'ailleurs, mais pourquoi pas. Moi je dis on se donne rendez-vous dans 2 ans et on voit ce que ça donne. Je dis pas qu'il n'y aura pas de copro à 4000, je dis pas en médiane, quoi. Ouais. Moi j'espère qu'on n'y arrivera pas, hein. Mais on tente. Putain, 4000 à l'arrache, il va falloir y aller comme des porcs. Moi je vais venir à Saumur, quoi, du coup. Non, mais là je compte éventuellement l'année prochaine la bouger sur Angers et Tours, et pour l'activité haut de gamme, pour la pousser encore plus et tester de nouvelles stratégies. Mais ouais, là je le vois avec des prix à 4-5 000, t'achètes pas la même chose, hein. Bah ouais, le ticket d'entrée il est quand même plus serré, quoi.
Et puis nous, ce qui a fait énormément monter les prix, c'est justement la période Covid, mais bon, un peu partout, hein, parce que nous, on a eu tous les Parisiens qui sont descendus. Comme il y en a énormément qui ont des chevaux au cadre noir, automatiquement, les prix, bam. Les mecs, ils achetaient sans visiter, donc... Ah bah on a tous connu ça. Hein. Ah. Plus ou moins, alors je comptais un peu moins, mais... Des agents IMO. Mais ouais, non, mais c'était la fête. Mais en fait, nous, tout le monde pense que c'était la fête à ce moment-là. C'était pas tant la fête que ça, parce qu'on avait des vendeurs qui devenaient extrêmement gourmands, quoi. Et ça nous a pas empêché sur certains produits d'avoir des difficultés pour sortir les produits, parce que, ok, les maisons individuelles, ok, il y en a certaines qui partaient facilement, pas de souci. Mais par contre, ce qui était vrai sur les maisons individuelles n'était pas forcément vrai sur le studio au 5e étage sans ascenseur. Ah bah c'est ça. Mais oui, mais ton vendeur il est pas au courant. Lui, il pense que c'est le boom immobilier. Mais non, mais là ton machin, il va pas partir là. Et puis en plus, toi, tu l'expliques déjà, mais tu as les profils de vendeurs. Ah bah oui. Et tu sais qu'en fonction des profils, il y en a, ils s'imaginent avoir la poule aux œufs d'or entre les mains, mais c'est une verrue en fait. Alors ça, les profils, mais ça, je vais même pas catégoriser sur l'âge, je vais même pas catégoriser sur tout ça, parce que moi j'ai déjà vu des gars, mais des jeunes de notre âge, quoi, fin de vingtaine, début de trentaine, avoir des prétentions sur leur bien alors qu'ils avaient vraiment fait de la merde de A à Z, des prétentions complètement connes, avec des plus-values mais monstrueuses sur des détentions de moins de 2 ans. Et quand tu arrives, en plus moi je suis un agent immobilier très conservateur, donc quand moi j'arrive et puis que entre guillemets je les fais descendre sur terre, je leur dis écoutez voilà l'estimation, moi je vous dis ça, et que tu vois le bien 4 semaines plus tard dans une autre agence au prix que eux ils en veulent, parce que on arrive à savoir combien ils en veulent les gens, on va pas se mentir, on y arrive quoi. Et tu te dis, et puis là, le produit que j'ai en tête, putain, il est encore ça fait 3 ans, il est encore à la vente. Ah ben moi c'est pareil. Et là j'en ai un en tête où je m'étais placé dessus. Au final ça s'était pas fait, mais waouh. Tiens, d'ailleurs, en parlant d'opération et un petit peu d'agence, tu avais aussi une autre histoire que tu avais racontée. J'avais fait une vidéo réaction là-dessus. Est-ce que tu veux nous la raconter? Parce qu'en plus, il y a eu des rebondissements sur cette affaire. La fameuse affaire où tu chargeais un petit peu les gens d'un certain âge, d'un certain profil. Et je t'avais dit, reste aux aguets. Vas-y, si tu arrives à nous raconter ça, c'est vraiment génial, quoi. Alors, en fait, donc cette histoire-là, elle se passe au mois de juin. Au mois de juin de cette année. Donc je vais visiter une maison à 65 000 € prix de vente. En fait, c'est une maison où il y a eu des travaux de rénovation. Déjà, c'est une succession, il faut savoir. Il y a eu des travaux de rénovation qui ont été faits sur le rez-de-chaussée, mais l'étage, lui, n'est pas considéré comme surface habitable parce qu'il n'y a pas de système de chauffage et il n'y a pas d'isolation. Et plus fenêtres pétées, simple vitrage, etc. Bref, vu que c'est pas considéré comme surface habitable, et au niveau de la vente, on n'a que le rez-de-chaussée qui est estimé. Le reste n'est pas estimé. Donc, ça fait que si tu achètes la baraque, tu as l'étage plus les combles où il y a quasiment presque la même surface qui est offerte. Donc, très intéressant comme produit. Et donc, je vais visiter. Je dis à l'agent IMO que je suis hyper intéressé par le truc. Par contre, il y a une rénovation globale à faire, bien sûr. Et l'agent IMO prévient les vendeurs en fournissant en gros tout mon profil. Sauf que les vendeurs, allez, comme j'avais dit, ce sont des bons en plus, bien carabinés. Bon, je le dis, tous les boomers ne sont pas comme ça. Je le dis dans la vidéo. Enfin, parce que les gens essentialisent, mais oui, c'est vrai. Il y a plein de gens qui sont très raisonnables. Mais, on a compris le. Voilà. Donc, ces personnes-là, il y en a qui commencent à faire la grimace. Ils veulent pas vendre à un petit jeune. Ah, je comprends. Parce que c'est un petit jeune, faut qu'il aille bosser. Bref, en gros, je vais me faire voir. Et je fais mon offre d'achat. Et sauf que l'offre d'achat reste en suspens. Et l'agent IMO apprend par la suite via un mail ou une lettre, je ne sais plus, que le bien est déjà vendu. Donc, soi-disant, il était déjà vendu avant que j'aille le visiter pour la première fois. Ouais. Déjà, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Ça va pas. Elle contacte le notaire des vendeurs. Le notaire des vendeurs vient dire que non, c'est bon. Déjà, au début, il n'était pas au courant. Et après, il vient dire que si, mais en fait, c'était déjà vendu, mais on ne savait pas. Beaucoup de points très, très flous dans cette histoire.
Et soi-disant, donc, ils avaient un autre vendeur. Et ce vendeur, donc, au mois d'août, devait acheter comptant le bien. Finalement, le vendeur s'est désisté, il ne s'est pas présenté à la vente. Ouais. Oui, à l'acquéreur, pardon. Il ne s'est pas présenté à la vente. Et finalement, donc, l'équipe de Boomer là, est revenue la queue entre les pattes vers moi pour me demander si j'étais toujours intéressé par le bien. Donc moi, sur un truc comme ça, j'ai dit, bon, bah, oui, je suis toujours intéressé. Par contre, les 65 000, on va les passer à 55. Parce qu'il y a quand même eu du temps, de l'argent perdu. Donc voilà, ils ont accepté directement. Bah oui. À ce moment-là, donc si je ne me trompe pas, on était à 11 personnes dans la succession. Aujourd'hui, il y a eu des recherches qui ont été faites, on est à 18 personnes. Ouais, c'est fou. Ce qui fait qu'on a une signature à 20 personnes, en me comptant avec l'agent immobilier. Bon, l'agent immobilier ne signe pas, mais il est censé être là. Ouais. Mais au niveau de l'offre d'achat, ouais, c'était 20 signatures. Ah, c'est la première fois que je vois une offre d'achat aussi longue. Ça fait combien de temps là? Août, septembre? Oh non, ça va. Ça va. Oh, non, aussi longue sur la feuille, je parle. Ah oui, ok, oui. Ah oui, bah là, oui, franchement, 20, moi j'ai jamais fait ça. 20, j'ai jamais fait. Moi, mon record, c'est 11. Avec acquéreur, vendeur, 11. Ouais. Bah, là, en fait, visiblement, il y a eu un testament qui a été fait. Donc, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des enfants, sauf qu'il y en a qui sont décédés, donc c'est les petits-enfants. C'est un gros bazar. Il y en a un qui est sous tutelle. Il y en a une autre qui est en EHPAD, elle a 92 ans. Et donc, elle ne signe rien uniquement, donc il faut que ce soit envoyé manuscritement. C'est avec le juge. Ouais, c'est ça. Après, il faut que ce soit envoyé manuscritement pour que ce soit signé, machin, c'est le bazar. Je suis censé signer le compromis le 26 novembre. Donc, j'espère que tout va être bon à ce moment-là. Bon, de toute façon, la vente, elle ne sera pas faite avant la nouvelle année. Mais pareil, j'ai mis une petite clause dedans. Bah, toi, tu vas la connaître, cette clause. Net de frais sur l'année 2025. Okay, bah, donc en gros, la taxe foncière et tout ça, j'ai pas à m'en occuper. C'est ça. C'est une zone de friction. En plus, honnêtement, s'ils l'encaissent, ça va. Hein. Ah, c'est ça. Et parce que là, moi je dis non. Ils ont voulu me la mettre à l'envers. Bon bah, je vais montrer les dents sur la vente quoi. Dans ce genre de situation, moi, vu l'histoire que tu m'avais racontée, moi je t'avais dit reste en embuscade. Et ça, je te le dis dès le début. Hein. En plus, on a les écrits, on a tout là. On peut le prouver. Je t'avais dit reste en embuscade parce qu'en général, ce qui se passe, quand on a une multitude de vendeurs qui commencent une commercialisation et qui trouvent rapidement un acquéreur, en l'occurrence toi, le bien il traîne depuis longtemps ou pas? Le bien, ça fait presque un an. Bah maintenant, ça fait un an et demi qu'il est en vente. En gros, en général, on va avoir des acquéreurs qui vont se mettre entre guillemets en embuscade et qui connaît l'une des personnes de la famille. C'est d'ailleurs pour ça souvent que sur ce type de mandat, c'est un mandat simple. Et en gros, cet acquéreur, il va demander entre guillemets qu'il y ait une autre personne qui se présente pour valider le prix entre guillemets et pour pouvoir le prendre juste après. Ça veut dire que la personne dans l'absolu, elle n'est pas très intéressée. Mais on se la garde sous le coude et il va demander une espèce de validation. Et quand les choses s'accélèrent, lorsque d'un coup les choses deviennent concrètes, parce qu'un autre acquéreur d'un agent est arrivé, à ce compte-là, on va dire maintenant, bah là, du coup, le bien m'intéresse, d'autant plus que tu voulais peut-être commencer un peu à batailler le produit ou je sais pas, et en tout cas, boum, ça va venir verrouiller un prix, quoi, entre guillemets. Mais en général, quand ça se passe comme ça... acheté au prix de base. Putain, mais ils sont quand même cons. Bon, bref. Et donc, du coup, bah, ça va venir quand même verrouiller. Normalement, tu as fait une offre au prix et conditions du mandat, donc normalement, c'est pour toi. S'il y a des offres antérieures, c'est pour eux. Mais dans la mesure où on est en mandat simple, disons que c'est plus bidouillable que sur une exclusivité. C'est ça. Est-ce que le notaire était de mèche? Moi, honnêtement, je pense pas. Un dossier comme ça, pour un notaire, c'est un dossier de merde. Plus vite ça va, mieux c'est. Il n'a aucun intérêt. Alors justement, moi, là, j'ai pu voir avec mon notaire. Alors, il veut pas non plus, parce qu'ils sont quand même confrères, faut pas l'oublier, donc il veut pas tirer dans les pattes de son confrère. Mais lui dit ça semble très très bizarre cette histoire, parce que en plus le notaire il fait traîner les choses, il y a rien qui avance. Il est en train d'expliquer à l'agent IMO que c'était à l'agence de faire le compromis. Il y a beaucoup de trucs en fait qui vont pas. Moi sur un dossier comme ça, moi je suis agent, donc je sais de quoi je parle. Sur un dossier comme ça, moi jamais de la vie c'est moi qui fais le compromis.
Ah bah oui, non mais on est Je suis en d'accord. mandat simple. Il y a je sais pas combien de signataires. Il y en a peut-être qui sont cachés à droite à gauche. Ah, putain, mais jamais, jamais je rédige un compromis pareil. Ah bah non mais on est d'accord. Jamais je fais ça. Et, et là, le notaire de la partie adverse ne veut absolument pas s'emmerder, rien du tout. Bah, bien sûr. Enfin, putain, en Là, plus, là, c'est un petit peu dingue. tu me dis qu'ils ont retrouvé en plus des signatures Lomni. Parce qu'il me regarde, imagine, moi, je suis un agent, je signe un compromis avec les fameux vendeurs, en plus que je sens à moitié parce qu'ils m'ont pas fait confiance avec une exclu, je sais pas quoi. L'acquéreur, il me fait Mhm. confiance. Derrière, lors de la signature de l'acte authentique, ils refont l'étude de la recherche de signataires. Ils s'aperçoivent qu'il manque du monde. Bah, mon compromis, qu'est-ce qu'il vaut? Ah ouais, il vaut rien. Bah, il vaut rien. Et moi, je me retourne contre qui? Contre mes vendeurs, mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Tu parles sur une baraque à 65, mais moi je suis agent, mais jamais je fais ça. Ah bah Jamais je oui, fais ça. non mais on est tout à fait d'accord. Là, l'agent IMO, halte au bout de sa vie, hein. Ah bah je pense qu'elle a dû péter, bon, ouais, ouais, elle a dû péter un câble quoi. Et Ah mais là, sur un truc comme ça, elle aurait pu se retourner contre eux. Parce que bon, après, ils ont fait apparaître, c'est ça qui était un peu bizarre, ils ont fait apparaître une offre antidatée au prix. antidaté en direct, Ouais, donc bah même ouais, pas mais par mandat simple. agence, en direct Ouais. plus cher que ce que c'était mis en vente. Parce qu'ils Ouais, étaient à 60 net vendeurs et 65 et quelques avec les frais d'agence. Et eux, ils vendaient 64 net vendeurs, du coup. ok. Ouais, ouais, mais là, putain, ouais. Mais Là, je suis agent, il y avait beaucoup de on a trucs qui n'allaient presque pas, de quoi. quoi. Parce qu'en plus, ils ne l'ont pas prévenu. Parce que pareil, ça, l'agente, c'était une dame. Ouais, Donc la commerce, elle aurait pu dire, mais écoutez, mais moi, est-ce que vous pouvez me prouver, est-ce que vous avez une trace écrite que vous m'avez bien. Parce que normalement, même quand tu signes un mandat simple, en tant que vendeur, tu dois quand même, et que tu fais une commercialisation de ton côté, tu dois quand même informer l'agent. exactement. Donc là, moi, je suis agent, bon, sur un petit montant comme ça, peut-être pas, mais je suis agent, là, je peux dire, mais écoutez, mais moi, j'ai une offre au prix et conditions. Donc mon acquéreur, en l'occurrence toi, va se retourner contre moi, je me retourne contre vous. Ouais, c'est ça. C'est ça la procédure. Moi, je me retourne Surtout contre vous. que lorsque j'ai fait ma première visite, et qu'elle a informé donc les Ah, bien proprios sûr. lui ont quand même renvoyé un mail en lui disant ah bah c'est super, tenez-nous au courant de l'avancée, on a hâte de vendre tout ça. Donc Ouais, ça montre qu'il n'y avait rien du tout en fait ouais, il n'y avant. avait rien. Après, ils étaient beaucoup de vendeurs. Après, c'est toujours pareil. Plus tu as de vendeurs, tu connais pas en fait les relations entre les vendeurs. Tu sais pas s'il y en a pas un qui a envie, pour faire chier les autres, qui a envie de foutre son acquéreur, qui a envie de ce prix-là. Enfin, c'est les histoires de famille, hein. Ouais, bah oui, bah Pourquoi notre ça. parc immobilier en France il pourrit? En grande partie à cause de ça. Tu as des biens qui ont Clairement. des belles valeurs, tu as de la vieille pierre qui a de la belle valeur. Ce qu'il y a, c'est que tu as deux frères qui se parlent plus depuis 20 ans, les parents meurent, et puis en fait, le patrimoine il pourrit parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et puis je sais pas si toi du coup du côté de la Haute-Saône c'est pareil, mais je sais que nous du côté donc du Maine-et-Loire, en fait tu sens vraiment la différence entre la campagne et la ville. Ah bah À la oui, campagne, tu as toujours des histoires de famille à la con, machin et tout. Dans la ville, faut que ça aille vite. Faut que ça aille vite, le truc. ils ont pas que ça C'est à le foutre, ouais. dossier, il est lancé là, faut que ce soit bouclé dans un mois, machin. À la campagne, ça dure 15 ans, c'est hallucinant. Et puis comme un tel fait la gueule à un tel, machin, oui, mais j'aime pas ça. Il y a rien. Ça avance à rien. C'est les histoires de petits villages, quoi. Les Ah vieilles ouais, non rancunes mais qu'on clairement. parfois, mais qu'on 40 balais, quoi. Pour rien. Pour une histoire de pelle ou une histoire de baramine, quoi. Clairement, c'est Non, ça. C'est mais vraiment vous vous ça. rendez compte, il m'a pas rendu ça, machin, le mouton, mais des histoires à la con, mais à la con. Et puis, du coup, les deux vendeurs veulent pas signer le mandat, des biens à la vente depuis 10 ans. Ça pourrit. Et puis après, moi, là, c'est un truc où quand je dis ça, on va dire au commun des mortels, les gens me jugent très mal du coup. Mais moi, c'est ce que je dis. Je dis honnêtement, je suis pas là pour faire du sentimental ou quoi, j'en ai rien à cirer. C'est quand je fais une offre comme ça, que le bien est là depuis un certain temps, je leur dis aux vendeurs, je leur dis, mais en fait, si vous me le vendez pas, j'en ai rien à cirer. Mais est-ce que vous avez trouvé quelqu'un d'autre derrière? Et tant que votre bien est là à la vente, vous l'entretenez pas, rien du tout, il est en train de pourrir le bien. Ah ouais, ouais. Et à chaque fois qu'il y a des pluies, des trucs, des machins, il se Le dégrade encore un froid. peu plus.
Et je dis, ça, c'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. Parce que si dans un an, il est toujours à la vente, et que moi, je me repointe, je vais en proposer encore 50% moins cher. Bah oui, oui. Moi, c'est ce que je dis. Je passe pour un enfoiré quand je dis ça, mais en fait, c'est la réalité. Et les gens, il faut qu'ils se rendent compte que ils ont un bien, j'ai n'importe quoi, qui vaut 200 000. S'ils l'entretiennent pas, qu'ils le laissent pourrir, machin et tout, avec un seul hiver, comme on voit l'hiver pluvieux qu'on a eu, il peut perdre 50, 100 000 sans problème. Hein. S'il y a des Selon les secteurs, mais infiltrations oui, 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 ça peut arriver. Ouais. Ça en peut fonction arriver. des secteurs, waouh. Bah, nous, dans le Haut-Doute, imagine, il fait moins 30 l'hiver. Je te raconte pas la Non, mais plomberie ça, une fois que tu as passé un hiver avec la maison qui n'est pas chauffée. Hein. ouais. Donc je te raconte pas. Hein. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, sur les, qu'est-ce qui fait le prix de l'immobilier? Bien évidemment, l'emplacement, la macroéconomie et la situation des vendeurs. On a vraiment ces trois axes-là. Ouais. Et la situation des vendeurs y est pour beaucoup, quoi. La situation des vendeurs, et puis même, et après, il y a aussi autre chose, il y a les acheteurs. On a plein d'acheteurs, le problème, c'est que ils arrivent déjà, ils savent même pas eux-mêmes ce qu'ils veulent. Ouais, bah oui, bah alors là. Oh, bah alors là. Donc ça peut pas être fluide, en fait. Non, en effet. Ça peut pas être fluide. Moi, par exemple, là, dans mon activité, euh, je sais ce que je veux. Après, tu me diras, je suis un professionnel dans le truc, certes, mais je sais ce que je veux au niveau du bien. Je sais ce que je vais demander. Avant de faire une visite, je prends une petite fiche, ok, il faut que je demande ça, 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 ça. Et voilà. Et après, je vais visiter, je prends des photos, des vidéos, je pose les bonnes questions. Et après, je me fais une fiche synthèse. Et je sais combien vaut en moyenne le bien. Il y a un process, Qui ouais. fait ça? Qui fait ça? Oh, personne. Personne, je le sais. Mais après, sur une approche investisseur, tu peux le faire. Sur une approche résidence principale, t'as déjà acheté ta résidence principale? Ah, résident principal, oui. Ouais. C'est quand même pas du tout la même approche à Alors avoir. pareil, résidence principale, moi c'est ce que je dis toujours. Euh, je fais la différence moi, entre résidence principale et résidence principale nue. Ce que j'appelle résidence principale nue, c'est en gros une résidence principale où t'as pas moyen, il n'y a pas d'annexe, il n'y a rien du tout, t'as pas moyen d'en tirer les revenus. Moi, le truc D'accord. que j'adore faire, parce que bon, j'ai fait quand même quelques résidences principales, euh, au niveau de la résidence principale, de base, je pars du principe, alors c'est fictif, hein, parce qu'en réalité, c'est pas pareil, il y a une capitalisation et tout ça, mais je pars du principe que je perds de l'argent avec la résidence principale. Donc il faut que j'arrive à en gagner. C'est-à-dire que je vais essayer de me focaliser sur des résidences principales où il y a, je sais pas, un garage qui est inutilisé, il y a une grange, il y a un truc, il y a un machin, que je vais pouvoir valoriser en faisant les travaux, en louant, et pour que ça, in fine, ça me rapporte de l'argent. C'est pas une résidence principale, ça. Ça, c'est un achat mixte. Bah, mais tu vis dedans, donc c'est quand même ta Ah, ouais, résidence mais principale en soi. C'est la, ta résidence principale. la résidence principale, quand on la pense au sens global du terme, et qu'on on essaie d'associer un acquéreur en résidence principale et un produit en résidence principale, personne ne réfléchit comme ça. Ça, c'est rare, Ah les non, gens bah, qui ont une réflexion mixte. ça c'est sûr, mais après moi c'est ce que je dis. Faut vraiment essayer à l'heure actuelle, si tu veux t'en sortir, quand on voit tout ce que prend l'État et tout ça, faut vraiment penser business. Ah oui, Faut oui, vraiment oui. penser business et réussir déjà à éviter que l'argent sorte de notre poche avant de vouloir en rentrer de nouveau. Moi c'est vraiment comme ça que je pense. Quand je fais un projet, je me dis il faut que le projet soit ce qu'on appelle donc à break-even, donc à zéro, déjà avant de vouloir me concentrer sur autre chose, alors que l'argent est toujours en train de sortir de ma poche. Non. Il faut que, il faut que je sois au minimum à zéro, où je gagne de l'argent pour passer à autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, c'est selon moi, mais je trouve que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Ouais, 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 tout à fait. Ouais. Limiter les sorties, maximiser les entrées. C'est ça, parce que quand, par exemple, combien de fois quand je bossais en centrale, vu que les mecs font des bons revenus, ils investissent tous dans l'immobilier. Mais bon, toi, tu dois en voir tous les jours des comme ça, ils achètent tout et n'importe quoi. Ah, Et ils sont là, par exemple, ouais, mais ça, j'achète, mais de toute façon, je m'en fous, parce que je perds 100, 200 balles tous les mois au niveau du crédit, mais par contre, en 20 ans, ça sera payé, ça me rapportera. Ok, peut-être. Mais tu sors donc tes 100 balles de crédit là tous les mois. Ça te fait 1200 balles annuelles. Derrière, tu as ta taxe foncière. Tu as peut-être 1000 balles de taxe foncière.
Le trou est Là, beaucoup plus gros, oui. t'es déjà à 2002. Ensuite, si ton truc, tu l'as acheté en copro ou machin, t'as tes charges de copro. GoPro, ouais. Ça va, il y a des Plus dégâts, toutes ouais. tes petites charges annexes qui vont venir, tes réparations, tout ça. En fait, tu peux rapidement te retrouver à 3000, 4000 balles de déficit. Oh oui, j'ai déjà vu beaucoup plus que ça, oui. Beaucoup, beaucoup plus. Donc c'est pour ça, il faut vraiment déjà le truc, il faut que ça coûte zéro. Voilà. Ah, Bah, pour ça. moi en tout cas. Sur le montage financier, ouais, c'est vrai. Alors, sur les stratégies, en tout cas débutants, sur les, on va dire les gens qui n'ont pas forcément beaucoup de revenus, évidemment qu'il faut au maximum éviter la double dette. C'est ce que j'appelle moi la double dette. C'est une dette en banque qui va venir grignoter ta capacité d'emprunt et en plus une dette quotidienne. Tous Ouais. les mois, tu vas devoir sortir de l'argent pour faire vivre ton investissement. C'est ce qu'on appelle aussi le phénomène du cash squeeze. C'est-à-dire que ton patrimoine immobilier va Oui, venir grignoter ton patrimoine financier. Donc ça, c'est évidemment, ça. qu'on évite. En revanche, moi je donnais des exemples très concrets parce qu'il s'avère que j'habite à côté de la Suisse. Donc si Oui. tu veux, chez moi, les salaires à 4000, c'est pas l'exception, c'est pas le cadre sup qui gagne 4000. Non, non, c'est monsieur et madame tout le monde chez moi. Oui. Et donc le couple, il gagne 8000. Eh bien, on réfléchit un petit peu différemment lorsque l'on gagne 8000 et qu'on a vraiment une vraie capacité sur un marché, on va dire, qui est porteur sur un produit qui est extrêmement fort. Une double dette, dans certains cas, ça peut être acceptable s'il est correctement enclavé. Oui. Mais en dehors de ces personnes-là, et si on parle vraiment de standard, quand moi à Vesoul, il n'y a pas de frontalier à Vesoul, hein, c'est interdit. En dehors de cas bien spécifiques, sinon la double dette est strictement interdite en investissement immobilier, sous peine de quoi vous allez être bloqué immédiatement. Et moi je le vois donc avec mes anciens collègues, les mecs ils étaient en déplacement. Donc justement ils gagnaient beaucoup, ça se voyait pas. Mais le jour où tu es rapatrié à la boîte et que tu te Ah retrouves ouais. du jour au lendemain à 1600 balles, Au lieu ah de là ça fait 3000. mal. Ouais, ouais. Là ça fait mal. Parce que là, Ah, du jour au lendemain, les mecs, ils prennent conscience que les 2, 3, 4 baraques qu'ils ont achetées, mais à la fin, il reste plus rien, en fait. bah, Il c'est reste plus pour rien de ça, leur hein. salaire. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Puis c'est là qu'on voit des catastrophes, hein. C'est là vraiment Bah qu'on en oui. voit. Et puis là, un truc comme ça, faut que tu vendes en urgence. Donc tu vends à un prix plus bas, donc il te reste toujours de Ah, la c'est dette à fini. rembourser. C'est mort, c'est Là, mort. tu tombes sur un investisseur comme toi ou moi, et puis tu prends une cartouche, quoi. Bah clairement. Ah bah oui, bien sûr, hein. Clairement. Et puis en plus, C'est un profit qui est ciblé, on, hein. on sait quoi dire au mec pour le faire flipper et le faire accélérer encore son truc. Hein. C'est ça, ouais. Après, en fonction du profil du mec que tu as en face de toi, mais effectivement, tu sors le bon mot, la bonne phrase au bon moment, il y va, quoi. Mais là, pour en revenir donc à la courte durée haut de gamme, Ouais. après, par contre, pareil, il y a un truc dont j'ai pas assez parlé aussi, c'est Mhm. la caution. Là, La caution, ah, la caution. ouais, ça c'est intéressant. Extrêmement important de bien gérer la caution. Parce que là, ce que je vais dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont au courant. Sur les groupes Facebook, ça commence à pas en parler, mais depuis le mois d'avril, Booking ne gère plus la Oui, caution. oui, 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 oui. Attention, Oui. ils disent toujours qu'ils gèrent la caution, Non. mais je vais expliquer tout simplement le cheminement qui va se passer. Tu as besoin d'une caution. T'appelles Booking, oui, bon, j'ai eu un problème avec tel locataire, je voudrais récupérer la caution. D'accord, très bien, vous nous fournissez les preuves. Ok, fournis les preuves. Ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller voir le Ah locataire, oui, ils vont lui dire, bah voilà, ouais, il y ça a s'est passé. monsieur Untel, il veut saisir votre caution parce que vous avez cassé ça, ça, ça. Est-ce que vous voulez payer? Oui, Non, non. non. La personne va dire non. Booking va te renvoyer un message en te disant, ah bah la personne ne veut pas payer, donc ça s'arrête là. Voilà. Bah oui, Et oui. j'y ai été confronté, donc je sais ce qu'il en est. Bah ouais, les cautions, c'est un vrai sujet. Et puis il y avait eu le grand changement, c'était en 2023, c'était Aircover. Au début, Oui, ça marchait pas très très bien le- Aircover. Les gens ont hurlé. Et là, j'ai une dame, pareil, que je connais, enfin que je vais bientôt rencontrer, qui est devenue une spécialiste de Airbnb, qui ne loue que à travers Airbnb et qui fait que entre guillemets, du volume et du moyenne gamme, pas du haut de gamme, pas du ouais, low cost, du moyenne gamme. Donc ce que tu fais, ce que je fais, ce que tu as fait, on va dire, pour faire ouais, court. Et elle, c'est tellement une spécialiste, elle connaît tellement la procédure de ce truc-là, qu'elle dit, mais moi j'espère qu'on va abîmer un petit peu mes logements parce que je sais comment ça marche. exactement. Par contre, si tu sais pas comment ça marche, c'est l'enfer. Mais Ouais, dans la mesure où tu as pigé la procédure et puis un peu ce qui demande et comment faut emmener les choses,
Mais en fait, mais pourvu qu'il y ait des dégradations dans mon appartement, quoi. Tellement elle maîtrise C'est le truc. ça. En fait, d'ailleurs, dans la prochaine vidéo là, sur ma chaîne là, qui va sortir, j'expliquerai, vu que c'est une vidéo sur la caution. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on a un truc qui est dégradé, par exemple, j'ai n'importe quoi, on a un petit bout de peinture sur le mur qui est dégradé et ça se voit. Parce que c'est sûr, s'il y a 3 fois rien, on va pas le facturer au client, ça sert à rien. Ouais. On n'est pas des enfoirés non plus. Mais par contre, si ça se voit, ce qui va se passer, par exemple, c'est qu'on va facturer le prix au mètre carré de la peinture. Mais on ne va pas refaire la peinture directement. Par exemple, une fois tous les 6, 8, 10 mois, on va faire venir une personne qui, elle, va faire toute la maintenance en fait, de ce qu'il y a, Une de ce tornade qu'il y blanche, moi a j'appelle à ça. rattraper. Ouais. Comment t'appelles? Une tornade blanche. C'est ça. On En fait, refait il va tout tout le truc qui marche rattraper, pas. tout ce qu'il y a à rattraper. Ouais. Donc, il va faire un prix de gros. Et nous, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Donc, on aura en réalité gagné de l'argent grâce à la caution. Mhm. Ça, c'est des trucs, faut bien savoir comment ça fonctionne. Après, pareil, un truc que j'explique aussi dans la vidéo, c'est que par exemple, on te pète une chaise, une table, n'importe quoi. Bah, en fait, il ne faut pas facturer le prix de la table ou de la chaise. Il faut facturer la totalité, c'est-à-dire la gestion qui va avec. Parce que Bien vu qu'il sûr. faut que tu ailles changer la chaise ou n'importe quoi, il faut que tu ailles au magasin. Donc, tu utilises de l'essence, tu utilises ton temps. Ensuite, souvent, maintenant, les chaises, tu as de l'assemblage et tout ça à faire. Donc, tu vas encore utiliser du temps pour monter le truc. Donc, tu as vite fait de bouffer un après-midi entier juste, Sur une chaise. juste Ah pour bah une chaise. complètement. Ah ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire des facturations minimum et surtout englober les frais de gestion qui vont avec. Donc, c'est par exemple le prix du truc plus tant de pourcents. Ah, c'est ça. Mais ça, c'est les choses que les gens ne font pas et c'est les choses qui ne sont pas possibles avec Aircover et avec Booking. Parce que eux, par exemple, la chaise vaut 50 balles. C'est 50 balles. Dans le meilleur des cas, ils vont rembourser 50 balles, c'est tout. Ouais. Toute la gestion, tout ça, ça va pas avec. Non. Donc c'est pour ça, moi, j'encourage vraiment les gens à passer par des logiciels qui gèrent la caution, qui la gèrent vraiment, bien entendu. De toute façon, Ouais, ça, je vois de quoi tu parles. Ouais. je verrai avec toi, Renaud. On en parlera pour les gens que ça intéresse. Ils verront. Oh, je pense que ça, verront oh, avec je pense que tout le sujet location haut de gamme, tout le sujet caution, tout le sujet maintenance, le sujet logistique de la location courte durée, juridique et tout ça, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Ouais. Surtout Ça, vu on ce qui se verra passe. ça. Mais on fera. Bah, tu nous diras d'ailleurs quand le cours sera prêt, ce qui va englober vraiment toutes Ouais. les informations majeures. Il y aura peut-être une ou plusieurs vidéos, puis on mettra un lien bien sûr sur ta chaîne et sous cette vidéo une fois que ce sera prêt, si vous tombez dessus. Ouais. Et comme ça, bah, les gens Par pourront y exemple, aller. moi, avec le logiciel que j'utilise, ça me permet, c'est du 2 en 1. Ça me permet et de gérer les cautions. Donc, dès que j'ai besoin de la prendre, bam, c'est bon. Je l'ai encore fait avant-hier. Et ça me permet également de gérer les upsells aussi. Putain, Parce ouais, que ouais, moi, les upsells sont pris directement sur la caution. Ça évite comme ça, en plus, que le client ait à ressortir sa carte bleue. bien sûr. Donc, En ça plus. pousse à l'achat et on fait plus d'argent. C'est ça. Et là, ouais, ça Mais peut après, même pas la ressortir. T'as déjà l'empreinte, tous quoi. tous ces trucs-là, bon, bah, faudra avoir ça là, sur le groupe d'échange de Renault. Hein. Sur les Là-dessus. clubs. Bah après, on Ouais. te filera un lien pour aussi pour toi, quoi, pour les personnes qui te suivent. Oui, toi. oui, mais déjà sur ton groupe d'échange, je pourrais expliquer aux gens comment ça fonctionne Comment exactement. ça fonctionne, ouais, bien sûr. Parce que je me suis rendu compte vraiment sur ces 2 dernières années que les gens, en fait, clairement, ils sont pas formés. Sur la courte durée, ils sont pas formés. Ou Parce que dépasser. la courte durée, c'est vraiment de l'hôtellerie. Ni plus ni moins. C'est ça. Faut Quand le on penser commence à comme pousser ça. un peu le truc, c'est de l'hôtellerie. Faut le penser comme ça. Ouais. Et pareil pour le personnel de ménage, un truc aussi dont je me suis bien rendu compte et dont ma prestataire de ménage s'est rendu compte cette année, c'est qu'il faut serrer la vis de son personnel. On a beau faire des beaux discours, machin, oui, les gens, faut les laisser faire comme ils veulent, machin. Sur ce genre de truc, si tu laisses les gens faire comme ils veulent, tu vas te taper des commentaires, mais tu vas te faire dégommer. Très vite, ouais. Sur le ménage dans les courtes durées, surtout qu'on a une clientèle déjà de base de plus en plus chiante, mais qui plus est, par exemple moi, sur le haut de gamme, c'est pas la même chose. Ah non, mais là, t'as pas le droit à l'erreur. Après, l'avantage du haut de gamme, c'est qu'on peut se permettre, vu qu'on gagne plus d'argent, de payer plus cher son personnel de ménage et donc d'avoir du meilleur personnel. Eh ouais. Ça c'est très C'est intéressant. vertueux, hein. Mais
Oui, mais tout le monde ne pense pas à si je donne plus, je gagnerai plus. Tout le monde ne pense pas comme ça. Ça, c'est leur problème, hein. C'est leur problème. Mais c'est Ça, vrai que c'est... moi, sur vraiment l'aspect haut de gamme, c'est quelque chose qui m'intéressait. Et moi, j'avais à cœur de faire ça, par exemple, sur la fin 2025, début 2026, mais sur le secteur où moi je suis, en fait. Donc pas le secteur Ouais. Haute-Saône, mais le secteur Haut-Doubs, proche Suisse. Parce qu'en termes de pouvoir d'achat par chez nous, c'est monstrueux. Ouais. Ah bah oui, Donc, automatiquement avec les frontières, hein. je pensais à faire ça, puis essayer de trouver, parce qu'on a des lots qui s'appellent, enfin des petites maisons individuelles qui s'appellent des pagotins. Et je pense qu'un pagotin bien placé sur ce truc-là, enfin, pour les francs-comtois qui me regardent, vous savez très bien de quoi je parle. Mais en tout cas, moi je me suis dit, c'est vrai qu'un projet comme ça, où tu peux aller mettre du gras, c'est ce que j'appelle mettre du gras, c'est ce qui fait que tu as l'effet coup de cœur, le gras. Ouais. C'est ce qui fait que tu peux aller un peu plus fort sur la cuisine, un peu plus fort sur la salle de bain, un peu plus fort sur la déco. C'est pas le truc qui va valoriser de manière intrinsèque ton bien, mais c'est le truc qui fait que les gens achètent. C'est la valeur perçue. La valeur perçue, moi Ouais, j'appelle ça le gras. c'est ça. Et le reste, on va dire l'aspect énergétique et tout ça, c'est le muscle. C'est vraiment la valeur intrinsèque. Mais il faut les deux. Ah bah oui, Il faut les deux. Et ce qui automatiquement. fait plaisir dans les dépenses d'immobilière, c'est pas le muscle, c'est le gras. Et un truc que les gens oublient à chaque fois, et moi je le dis, n'ayez pas peur de prendre un décorateur ou un architecte Ouais, d'intérieur. ouais. Ouais, ouais. Si vous n'avez pas la vision du truc, les couleurs, les trucs, les machins, prenez ça. Ça va peut-être vous coûter 5 6 000 balles, mais derrière, ça se trouve, ça va vous en rapporter 30. Vous n'en savez rien. Bon, t'as des décorateurs qui savent être ultra efficaces, qui te font des plans sur 500-600 balles, tu t'en sors bien, hein. Il y a des mecs qui rigolent vraiment pas avec ça, hein. Bah, après, moi, je parle sur un suivi complet. Ah ouais, archi en plus. Ouais, Déco ouais, archi. sur un suivi complet Ah ouais, des ouais, non. équipes et tout ça. Ah oui, oui. C'est pour ça que je dis 5 6 000. Mais derrière, ça va rapporter énormément parce que automatiquement, on va être d'un coup dans le haut du panier. Mhm. D'un coup. Bah Donc, écoute, euh, donc ça, ouais, sur ce genre de truc, moi, je dis, il faut pas hésiter. tout ça, c'est tous des sujets, je pense qu'il faudra aussi que tu abordes aussi sur le petit programme qu'on va essayer de rédiger, quoi. Parce que c'est vrai que la Ouais. décoration d'intérieur, si tu veux, on a beaucoup, dans les couples, on va dire, on a beaucoup de dames, excusez-moi mesdames, hein, pour celles qui vont me regarder, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de dames qui vont dire, bah écoute, voilà, moi je sais faire, j'ai pas besoin de ci, j'ai pas besoin de ça. Mais en fait, avoir la capacité de se projeter et avoir vraiment le coup d'œil sur une pièce, son agencement, les couleurs qu'il faudrait donner, l'ambiance que tu as envie de créer, ben ça a l'air de rien, mais c'est un métier. Alors je dis pas que la plupart des dames n'ont pas un talent inné pour ça, je dis pas que vous n'avez pas ça, mesdames, mais ça demande quand même une expertise un peu supérieure et de l'expérience par rapport à tout ça. Donc oui, vous savez très bien décorer, mesdames, j'en suis certain, mais sur des choses un peu plus particulières, c'est bien de se faire accompagner quand même. Je dis juste ça comme ça parce que j'ai souvent le cas, mais vous en faites pas, moi je sais décorer, je dis ok, bah, ça marche. Je dis, Ah, bah ça. ouais, cool. Voilà, je dis juste ça comme Et ça. j'avais une petite question aussi. Toi, quand tu fais de la revente, par exemple, là, si tu revends des courtes durées, des trucs comme ça, toi, tu fais de la revente en entreprise et non de la revente, on va dire, au prix du mètre carré. De la revente. Tu vends la renta ou tu Ah, vends... ok. Est-ce que je vends un business au lieu de vendre un fonds de commerce au lieu de vendre des murs? voilà, en Ouais, gros, c'est bon, ça. oui. Ah oui, oui. Alors ça, très bonne question. Est-ce que mon exploitation me permet de valoriser mon bien? C'est ça ta question. Exactement, voilà. Tu Oui, l'as la très bien réponse est formulé. oui. La réponse est oui, mais il faut que tu aies quelqu'un qui comprenne ce que tu dises. Ouais, Si tu prends ouais, un agent immobilier t'es comme moi. qui n'a jamais fait de location courte durée, qui n'a pas un aspect business de tout ce qu'il y a derrière, il ne va pas comprendre, il ne saura pas le mettre en valeur. Ouais, Et l'information, par exemple, je fais de la location courte durée haut de gamme, j'arrive à sortir 5000 euros de cet appartement, on ne va pas le mettre sur l'annonce. On va le mettre après avoir harponné. ouais, On va se garder cet argument en cerise. D'autant plus que là, sur les locations courte durée, alors c'est pas le cas à Saumur, c'est pas le cas à Vesoul, il n'y a pas besoin d'échanger, de changer d'usage ton appartement, c'est-à-dire que tu peux le garder en habitation, mais dans certaines villes, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, tu revends pas des habitations, mais tu revends des surfaces commerciales en fait. Donc nous, on c'est n'a ça. pas ce problème-là. Jusqu'à quand? Ah, Jusqu'à jusqu'à l'année quand? prochaine? Donc, c'est pour ça que moi je dis que pour avoir une activité pérenne, bah, c'est ça en plus. Pour avoir une activité pérenne, je dis qu'il faut faire gaffe à ça et qu'il faut directement aller parfois sur du commercial, sur les nouvelles activités en tout cas.
Tu La prends législation, un endroit où il y c'est a un très ancien important de se dentiste, un renseigner ancien cabinet d'avocat, un ancien magasin qui fonctionne plus, une connerie comme ça, et où tu vas aller recréer du logement, mais en réalité c'est déjà de la surface habitable, donc tu n'as pas besoin de transformer ta surface. Et là-dessus on fait C'est de la ça. location courte durée, pour pas être emmerdé, quoi. Et donc là, effectivement, est-ce que j'arrive à valoriser? Oui. Oui, moi je sais le faire. Parce que, mais je l'ai déjà fait, on va dire je l'ai déjà fait 2 fois. Voilà. Effectivement, il y avait quelqu'un qui exploitait d'une certaine manière. Et en fait, pour aller harponner le client, donc effectivement, on mettait un prix qui était plus fort. Je prenais des photos ultra sexy, puisque les appartements sont toujours sexy dans ce cadre-là. C'est aussi l'avantage de la courte durée. Ils sont toujours très bien entretenus et assez sexy. Et ensuite, on va expliquer tout le business qu'il y a derrière. Mais tu ne peux pas afficher ton exploitation directement dans ton annonce. Il ne faut surtout pas faire ça. Non. Et il y en a plein qui Tu le font. peux afficher que tu vends une rentabilité, mais c'est tout. Ouais, c'est ça. Et moi, je sais que, par exemple, là, pour le bien là, que je suis en train de vendre, c'est exactement ce que je fais. C'est que lorsque la personne arrive, par contre, j'ai déjà tout le dossier que j'ai préparé. Ah bah, Avec la rentabilité, j'ai tout ça. Et je vois les personnes, en fait, ça fait vraiment la différence. Parce qu'ils arrivent, déjà, ils disent, ouais, mais le prix, il est hyper élevé, machin et tout. Oui, mais ouais. regardez ce que vous générez avec ça. Ça peut être pas mal de fournir le bilan sur les personnes qui sont à la limite de l'offre. C'est ça. Voilà. Là, je suis d'accord. Pour justifier. Et ça, je trouve vraiment dommage. Après, c'est bien pour nous, hein, mais je trouve vraiment dommage que des personnes qui vendent des biens, qui les exploitaient en courte durée, qui avaient une certaine rentabilité, ne le valorisent pas plus. C'est pas Ça, évident. je trouve Et d'un ça point de dommage. vue bancaire, moi, je regarde toujours pareil, je prends le filtre banquier, quoi. D'un point de vue bancaire, Allez, est-ce que le banquier va te financer parce que mon ancien vendeur, il arrive à exploiter 5 000 euros par mois? Est-ce que donc du coup, ça justifie que j'achète plus? Est-ce que ça me fait passer mes 35% d'endettement? La réponse est non. Après, de toute façon, là-dessus, hormis certaines banques privées ou quoi, mais autrement, ne jamais dire que c'est pour de la courte durée. Ah ouais, surtout pas. Ah là, si tu dis que c'est Vos pour de la business courte durée, models, c'est fini. tout en location classique, hein. Là, c'est terminé. Ciao. C'est même pas la peine. Ah, d'ailleurs, une petite méthode que je fais aussi, petit tips qui peut intéresser du monde, Ouais, que c'est c'est que vu cadeau. que j'ai ma société d'exploitation, donc en gros, à l'heure actuelle, pardon, j'ai donc ma SCI, mes SCI qui achètent les biens, j'ai ma société d'exploitation en dessous qui exploite, donc les SCI en fait sous-louent euh, euh, Oui, à l'exploitation. j'ai compris, ok, oui, tout à fait. À l'exploitation. Et en fait, ce que je fais, c'est que quand je fais comment ça s'appelle, une recherche de financement avec les SCI, j'ai déjà une promesse de location de la part de De la mon SAS. activité d'exploitation et Ouais. qui est plus chère que les prix du marché. Ah bah oui, Et ça aide énormément aussi. ça peut aider, ouais, Je effectivement. pense d'ailleurs que c'est comme ça que je l'avais fait passer, la Love Room. Bah oui, bah c'est clair, quoi. Après, en plus, là, tu as de Parce l'antériorité, donc que, tu as plus de force, quoi. ouais. Parce que tu as déjà combien de bilans sur la Love Room? Là, sur la Love Room, je vais arriver à mon deuxième. Deuxième bilan, ouais. Ah, il va en manquer un, quoi. Il va Ouais, en c'est ça. manquer. Ok. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose? Non. Si à la limite, on peut parler éventuellement des conciergeries, Oh! où ça va être très, très succinct, hein. Mais les conciergeries, c'est comme la vidéo de Renault quand il parle des copros. C'est la même chose. C'est au début, il y a peu de biens, c'est très bien. Ouais. Après, ils prennent beaucoup plus de biens qu'ils ne peuvent gérer, ça Ouais. devient du n'importe quoi. Ouais, et puis ils boivent la tasse. Ouais, la durée de vie des conciergeries en France. Alors, c'est selon les stats, mais il y a une petite nuance à prendre en compte. C'est Elle est 24 de mois. 18 mois, la 18, durée de ouais, vie. tu vois. Ouais. 18 mois la durée de vie, mais ça, c'est 18 mois avant cessation de paiement. Moi, Ah oui, il y a ça aussi, oui, c'est vrai. j'aimerais bien avoir la durée réelle. Ouais. Parce que la durée réelle, je pense qu'elle est inférieure à un an. Non, et puis il y a ça. Moi, il y a ça. Moi, ce que j'ai envie de dire, si vous voulez prendre votre conciergerie, essayez de faire gaffe. Si déjà le mec qui ouvre sa conciergerie, est-ce que lui, il gère des appartements en location courte durée, déjà lui, à son Ouais, déjà. nom, avec son pognon. Est-ce qu'il a la carte G ou est-ce qu'il l'a pas? Parce qu'il faut savoir que les agences peuvent également faire de la conciergerie dans l'absolu d'un point de vue strictement juridique. Pourquoi? Parce que eh bien, elles peuvent prendre des loyers, ça reste une activité civile, donc elles prennent les loyers, mais avec la carte G, elle peut encaisser pour les personnes. Et ensuite, défalquer
défalquer leur commission et renvoyer entre guillemets le net. Une conciergerie ne peut pas le faire. Une conciergerie, si elle vous fait une location sur Airbnb, Booking ou sur n'importe quelle plateforme, elle doit directement vous l'envoyer, puis vous faire une facture pour que vous la régliez ensuite. Donc moi, je trouve que le business model de base des conciergeries, il est branlant, parce que si, par exemple, à l'inverse, c'est ton client qui te dit « bah non, je ne te paye pas » et puis qui a un arriéré de 3 mois, ça peut te mettre en difficulté, surtout si tu viens de commencer. Exactement. Donc moi je trouve que c'est... Après il y a des mecs qui sont très bien, franchement il y a des gens qui font de la conciergerie qui sont très bien, il n'y en a pas beaucoup. Quand vous en avez un, ne le lâchez pas. Et généralement en plus, une fois quand vous tombez sur quelqu'un qui est bien, dans 18 mois il sera plus bien quoi. Ouais. Dans 18 mois il va claquer, il va en avoir plein le cul, il va plus trouver d'employés, il va en avoir marre, il va se prendre 3 mauvais commentaires, il va désespérer, enfin mais c'est... Oh. Ah non, bah, et puis ça, oui, c'est très compliqué à gérer pour les conciergeries quand ils commencent à avoir beaucoup de biens et que le personnel ne suit pas. Derrière, c'est fini. Ah non, mais et d'ailleurs, c'est pour ça, s'il y en a là qui veulent se lancer dans la courte durée, je vous invite à faire un truc. Les gens, ils vont pas aimer, mais faites un truc. C'est fait pendant au moins 1 an, le ménage vous-même. Déjà, vous saurez quoi demander aux prestataires de ménage que vous prendrez par la suite, mais surtout, vous saurez ce que c'est. Ouais. Moi, j'aime Parce bien qu'il y a plein de personnes, ils ne savent pas ce que c'est de faire le ménage. Ouais. Mais de faire le ménage de façon industrielle, on va dire. C'est ça, ouais. Mais quand on a un, parce que moi, j'ai commencé comme ça en 2017. J'en avais un, j'avais juste un petit studio. Ben là, je suis en train de revendre d'ailleurs. J'en avais juste un petit studio. Et puis après, j'en ai eu un deuxième, puis un troisième. En plus de mon job, où je faisais pas 35 heures semaine, j'en faisais beaucoup plus. Eh ben putain. Alors déjà, tu t'aperçois très très vite que tu as beaucoup plus vite d'oubli si tu mets pas des process en place et que c'est vraiment une activité à part entière, quoi. Ah bah oui, bah, moi franchement, heureusement que je passe du coup par Superhot comme channel manager. Pareil, ça, on verra plus tard pour s'il y en a qui sont intéressés pour ça. Mais si vous n'avez pas de channel manager, donc en gros, c'est un logiciel qui met toutes les annonces au même endroit, ça centralise tout. Si vous n'avez pas ça, moi je l'ai fait jusqu'à 3 biens que je louais. Aïe aïe aïe. Le jour où je suis passé déjà sur un channel manager, ça m'a changé la vie. Mais j'avais quand même tous les ménages à faire derrière. Et tous les ménages à faire derrière, sur 3 logements, en saison haute, les vacances déjà vous oubliez. Il n'y a plus de vacances de l'année. Accroche-toi. Ben, moi en fait, vu que je déménageais, vu que je partais de Vesoul et que je me rapprochais de la frontière suisse, en fait j'ai pas eu le choix que de trouver des process pour pouvoir déléguer. Puisque je partais. Oui. Mais parce que j'avais commencé ça en mars et puis je partais en décembre. Mais il a fallu que je mette en place des trucs. Surtout en plus que j'étais en train d'en rénover d'autres. Donc ça veut dire que de toute façon, lorsque je partais, j'en avais plus 3, mais j'en avais 5. On était en 2018. Il n'y avait pas de conciergerie, il n'y avait rien du tout. Hein. D'ailleurs, moi, c'était encore à l'époque où... t'imagines faire de la location courte durée à Vesoul, c'était encore à l'époque où tout le monde se foutait de ma gueule. Parce que j'étais le premier. Ah, tu devais être dans les premiers. Dans les premiers, toi. Ah bah j'étais le premier, ouais. Et puis, au final, maintenant, ils font tout ça, mais bon, bref. Puis là, je suis en train de sortir. Eux, ils sont seulement, il y en a certains qui sont seulement en train d'arriver. Enfin bon, bref. Et donc, du coup, j'ai pas eu le choix que de processiser ça et de trouver comment déléguer, quoi, en fait. J'ai pas eu le choix. Mais il a fallu quand même, si j'avais directement trouvé la bonne personne, on va dire, qui m'aurait claqué dans les doigts ou je sais pas quoi, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il est nécessaire de faire ce travail, en tout cas, de mettre les mains dans le cambouis, d'ailleurs, quoi qu'on fasse. Je trouve que c'est une règle générale, d'ailleurs. 3, 6 mois, toi tu dis 1 an, moi je dirais peut-être pas jusque-là, mais au moins, allez, 6 mois. 6 mois. Ouais. Passer au moins une saison haute. Au moins ça. Hein? Passer au moins une saison haute. Ouais, c'est ça. Bah, nous, on n'a pas vraiment de saison haute, mais... Ouais, que là, nous, sur Saumur, on a vraiment la saison haute, avril-mai jusqu'à octobre. Ouais. Là, c'est vraiment costaud, avec le mois d'août, qui est vraiment le plus gros mois de l'année. D'accord. Là, quand tu as fait ça, tu sais ce que c'est le ménage. Ouais. Et pour en venir aux conciergeries, si vous avez une conciergerie à choisir, franchement, même si ça coûte un petit peu plus cher, choisissez les conciergeries qui font pour du haut de gamme. Parce que les conciergeries qui font pour du haut de gamme, elles le savent très bien elles-mêmes, elles ne peuvent pas prendre 50 000 biens. Et en fait, si vous avez des petits biens, c'est eux qui vont trinquer. Parce que les conciergeries vont prioriser, et ça c'est normal par rapport à la rentabilité, les gros biens au détriment des petits. C'est vrai.
C'est-à-dire que par exemple, des personnes qui font très bien le ménage, machin et tout, les conciergeries vont les mettre sur le gros bien. Et les nouveaux qui font rentrer ou ils sont en train de faire les périodes d'essai, tout ça, ils vont les balancer sur des petits. Et comme les petits ne rapportent pas énormément d'argent, en gros, ils partent du principe qu'ils peuvent se permettre de perdre ces logements. Tant qu'ils gardent les gros, c'est le plus important. Sauf qu'en attendant, vous, votre annonce, ça va en pâtir. Tu vas pu remplir. Et puis parfois, pareil sur la sélection de la conciergerie, j'ai envie de dire aussi, souvent on a des périodes irrévocables de 1 an sur beaucoup de contrats de conciergerie. Ouais. Ça, faut y faire gaffe à ça. On a juste une RGPD qui va dire, enfin pas une RGPD, on va dire une période d'essai de 15 jours, entre guillemets, sur laquelle on peut se rétracter, mais sinon après, souvent, Ouais, celle des contractations standards. Ouais, c'est ça. Et puis après, souvent, le mandat, il va courir sur 1 an renouvelable. Et pour en sortir, il y a un préavis de 3 mois, et puis il y a des frais en plus. Enfin bon, bref, attention, quoi. C'est comme une copro, hein, c'est la même chose. Ouais, je trouve que une copro c'est plus global, mais là, ça peut faire quand même. Tu t'es trompé, tu vois que le mec c'est une chair, et tu te dis écoute, j'ai envie de me casser de ton contrat. Tu dis ouais, pas de problème, préavis c'est ça, donc c'est 3 mois déjà, et puis tu me dois 1500 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Et un truc qu'il ne faut absolument pas oublier, alors pareil, je vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est la pure vérité. C'est éviter à tout prix les petits logements que vous allez louer à pas cher. Donc tout ce qui est studio, T1 et les petits T2, où on a juste rajouté une porte histoire de dire j'ai une chambre. Mais éviter ces logements-là, alors certes, ça coûte pas cher, machin, mais le marché en est déjà inondé. Ouais, c'est ça. Donc niveau rentabilité, ça va être déjà très dur de remplir, ou alors il va falloir casser les prix, donc il faudra que vous louiez encore plus pour aller chercher votre rentabilité. Bref, ça va être un bazar. Et suite à ça, vous allez attirer une clientèle que vous ne voulez surtout pas avoir. Et là, ça va être méchant, mais c'est la clientèle pauvre. La clientèle pauvre, il faut bien vous dire un truc. C'est qu'elle doit, en moyenne, donc quand je dis la clientèle pauvre, on va dire c'est le smicard. Ce qui va se passer, c'est que la personne va devoir économiser pendant X temps pour se payer des vacances. Donc, lorsque la personne va se payer les vacances, elle va vouloir avoir le top du top, parce que ça arrive une fois tous les temps de temps, sauf qu'elle ne va pas vouloir mettre un prix de malade. Donc, c'est vous qui allez prendre, mais ce qui va se passer, c'est que lorsque la personne va venir, vu qu'elle veut le top, elle va partir du principe que, même si tout est nickel, rien n'est parfait. Donc, elle ne vous mettra jamais la note maximale. J'en ai encore pâti il n'y a pas longtemps, justement. C'est dur, ouais. Sur un logement. Ils sont durs, ouais. Et elle va vous mettre, cette personne-là, 4 étoiles, genre sur Airbnb. Vous regardez le commentaire, elle a marqué que tout était parfait. Hein. Tout était parfait, c'était nickel, hygiène irréprochable, 4 étoiles. Vous demandez, mais pourquoi vous me mettez 4 étoiles? Ah oui, parce que je pars du principe que rien n'est parfait. Voilà. Sauf que Airbnb, c'est un algorithme, c'est comme Booking. Si vous n'avez pas la note maximale, c'est mauvais signe pour l'algo. Vous devez toujours avoir la note maximale. De toute façon, c'est pas pour rien que le super-héros, c'est 4,8. Hein. Ouais, c'est ça. Sur Booking, je crois que c'est en dessous de 9. 8, c'est une mauvaise note, 9, ça va. 10, c'est bien. Ouais, oui, parce que vu qu'ils sont sur 10, c'est un peu différent. Mais évitez à tout prix cette clientèle. Cette clientèle, franchement, laissez-la aux concurrents. Mais vous, il va falloir que vous focalisiez sur avoir de la clientèle de qualité. La clientèle qui dépense, la clientèle respectueuse, et tout simplement donc de qualité. Ouais, sauf une méga stratégie volume, quoi. Méga stratégie volume, mais méga stratégie volume, je le vois beaucoup. Alors, je sais pas par chez toi comment c'est, mais je le vois dans ma ville. Ceux qui ont fait vraiment du volume, ça a marché pendant 1-2 ans, maintenant c'est terminé. Et petit à petit, tu vois tous leurs biens qui se retrouvent sur le marché parce que ça remplit plus. Parce qu'ils se sont fait dégommer dans les commentaires et tout ça. Ils ont fait du volume. Le volume, c'est pas la qualité. C'est pas faux. Après, ce qu'il y a, c'est qu'avec une stratégie volume, tu as un prix volume, donc tu as un prix pété. Donc tu auras toujours, toujours de la demande. Après, le problème, c'est que là, on se bagarre sur le prix. On rentre dans une guerre de prix. Ouais. Donc c'est au moins cher. Mais vu que c'est toujours au moins cher, tu attires toujours le pire aussi. Ouais, le pire, ouais. Moi, c'est comme je dis toujours, je préfère avoir un logement qui me rapporte 5 000 balles par mois qu'en avoir 3 qui me rapportent 4 000. Ouais.
Ou 5 qui rapportent, ou Allez, 5 ouais, disons 5 qui rapportent 5 000, non? 5 qui rapportent 5 000. Alors, on va dire, oui, mais avec 5 qui rapportent 5 000, c'est plus dilué, le risque Tu est dilues dilué. ton risque, ouais. Ouais, alors certes, tu dilues le risque, mais derrière, ça veut dire que tu n'as pas forcément la qualité dans ces 5-là. Et il va falloir que tu te battes pour essayer d'avoir la rentabilité, avoir tout ça. Que sur le gros, bam, tu l'as déjà. En plus, au niveau de la banque et tout ça, c'est bien, c'est un gros chiffre. Sur un seul truc, ça montre que tu sais quand même faire de l'argent. Et il te suffira juste d'en faire un deuxième pareil, un troisième pareil, un quatrième pareil, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas faux. Et moi, j'irais même plus loin que ça. Moi, je vois même ça par rapport aux stratégies patrimoniales. Je préfère avoir un bien qui vaut 200 000 euros que 4 biens qui en vaut 50. Oui. Si on va par là. Même au niveau de la valorisation de l'actif, je préfère avoir quelque chose à un endroit qui va me demander un appartement, qui va me demander un acte authentique, qui va me demander un compromis, qui va me demander une gestion d'un locataire, sauf si je fais la location courte durée haut de gamme par exemple, plutôt que 4 qui sont à 50 000 avec des locataires qu'il faudrait que je change, 4 turnovers si je fais de la location classique, 4 diagnostics si jamais je dois vendre, etc. etc. Exactement. Moi j'aime bien effectivement focaliser, quoi. Ça me fait vraiment penser aux personnes, et j'ai un ami, c'est exactement ce qu'il a fait, les personnes qui ont des garages ou des box. C'est la stratégie de ouais, mais j'en ai beaucoup, ça va me rapporter beaucoup. Ouais, mais tu as plus de gestion. Ouais, Et au bout d'un moment, va falloir que tu prennes quelqu'un pour gérer ça. Sauf que la personne que tu vas devoir la payer, donc ça va te bouffer énormément de cette rentabilité. Tandis que sur le gros, tu pourras le gérer toi-même et tu seras tranquille, ça te fera moins de frais. C'est ça. Mais c'est exactement ça. Moi, je préfère avoir un appartement à Paris qui vaut 1,5 million que 10 appartements à Vesoul qui valent 150 000 chacun. Enfin, tu vois, je veux dire, Ah bah, mais clairement. Autant concentrer, quoi. Je dis pas qu'on peut pas avoir des petits projets bien calibrés, quelque chose qui nous corresponde, mais moi qui suis en train de basculer sur des stratégies patrimoniales, je préfère aller sur une opération Et moi, je suis vraiment en train de travailler là-dessus, quoi, sur vraiment les aspects patrimoniaux, SCI, LIS, sur les produits dont on va être extrêmement fier, mais avec des exploitations quand même très passives. Ouais. Pas de location courte durée. Et ça, j'ai remarqué aussi, les gens ne font pas la différence entre les stratégies. Bon, après, c'est avec tout ce qu'on a pu voir sur Internet ces dernières années, en même temps, tu me diras, c'est normal. Ça a joué pour. Mais les stratégies d'investissement patrimonial et les stratégies commerciales. Oui, c'est ça, ouais. Et les gens ont tendance à... patrimoine, ouais. Les gens ont tendance à tout confondre. Et le problème, c'est que derrière, si tu veux faire du commercial, mais avec des stratégies de patrimonial, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire et tu vas vite te retrouver bloqué au niveau des banques. Parce qu'il ne faut pas oublier que démultiplication de biens veut dire aussi plus de risques pour la banque. Ah bah bien sûr. Ça, je me le suis bien fait expliquer il n'y a pas si longtemps. Ça veut dire plus de risques. Donc attention. Et tous les euros, en termes bancaires, tous les euros ne se valent pas. Vos euros de loyer ne valent pas des euros de salaire en termes d'entrée d'argent. Et oui, à 70%. Ça, on a tendance à l'oublier, ça. Ça, il y a beaucoup de gens qui vont expliquer ça. Vos euros d'entrepreneurs vont avoir de la valeur au bout de 3 ans. Vont commencer à avoir de la valeur au bout de 3 ans. Et sortir du salaire, même si, quand on a une boîte, sortir du salaire, même si ça coûte effectivement 85% lorsque vous êtes en SAS par exemple, eh ben, c'est pas une mauvaise idée dans la mesure où vous arrivez à faire des levées de fonds derrière. Ça, je l'ai appris, moi, ça, il y a 6 mois, là. De toute façon, on le voit, regarde, avec le LMP et le LMNP. Ah ben oui. On le voit, mais moi, je dis, avoir basé sa stratégie d'investissement sur une niche fiscale, je trouve que c'est la pire erreur. Parce qu'on sait qu'on est en France, la niche fiscale, au bout d'un moment, elle va sauter. Et là, tu fais quoi? Elle pète, ouais. Et un passage surtout celle-là. Surtout oui. celle-là. Moi, ça fait depuis 2017 que je fais ça. Ça fait tous les ans, j'entends ça. Tous les ans, on est à la limite. Et oui, un passage au LMP, ça se prépare. Ça se prépare. Et puis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Ben non, parce qu'au bout de 5 ans, tu peux être exonéré de plus-value. Exonéré de plus-value long terme. Si tu as un patrimoine qui a fait x2, c'est pas mal, hein. Il y en a, j'en connais comme ça. Ça peut être super intéressant, mais pour ça, ça doit se préparer. Il faut avoir un expert comptable, il faut avoir tout ça, mais ça se prépare. Moi, quand j'ai fait mon passage, parce que pareil, je suis passé en LMP, mais quand je suis passé de LMNP à LMP, je me suis dit, ok, alors, c'est pour l'année prochaine, je fais attention, donc il va falloir que je fasse ça, je déclare, parce qu'on a
comment ça s'appelle, des cotisations sociales à payer. Tout ça, ça se prépare, avec un minimum de 1 200 € en plus. Ouais, le talon, ouais. Bah, c'est ce qu'il faut viser, quoi. Il faut viser le talon de SSI et terminer, quoi. Et le problème, c'est que toutes les personnes qui se sont mis au LMNP juste par stratégie fiscale, non. Par opportunisme, quoi. Non, il faut Non, avoir parce que quelque chose là, de plus global. à l'heure actuelle, c'est chaud, quoi. C'est chaud. Bah, c'est ça, puis t'es en danger. Puis j'imagine, il y a beaucoup de gens hein, qui avaient 5, 6, 10 appartements à LMNP, ou même, tu vois, par exemple, qui l'ont fait classer. Putain, s'il y a 71% d'abattement, peut-être que tu es rentable, et peut-être qu'à 50%, tu ne l'es plus. Ça veut dire que tout ton patrimoine, il est bon à acheter à la poubelle, quoi. Et si derrière, tu te fais requalifier, que en plus, donc du coup, on te réintègre la plus-value court terme ou une connerie comme ça, putain, mais tout faux, quoi. Tout faux. C'est pour ça que j'aime bien l'IS, parce que ça bouge pas. Bah, c'est de la société. La société, ils vont pas taper dessus. Bah, ils peuvent, mais alors ils plient le pays, quoi. Bon, ils ont voulu passer La flat tax. Non, pas la flat tax, mais le taux réduit à 15%, ils voulaient le remettre à 25%. Le oil sautait, oui, c'est vrai, jusqu'au 41 000, ouais. C'est vrai. Oui, ils voulaient le faire sauter. Bon, finalement, ils l'ont pas fait parce que... La flat tax aussi, hein, elle devait passer à 33. Bon, ça se fait pas. Oui, la flat tax à 33, mais après, faut bien se dire un truc, c'est qu'on est en France. Donc, dès que vous avez un petit avantage fiscal qui concerne la classe les moyenne, particuliers, ça va sauter. Tout ce qui concerne les particuliers, faites gaffe. Et quand vous maîtrisez le reste, tout ce qui concerne les sociétés, la fiscalité, le juridique, mais en fait, je dis pas qu'on est un paradis fiscal. Je dis pas ça. On n'est pas un paradis fiscal, mais on n'est pas loin d'être un paradis bancaire. On n'est pas loin d'être un paradis bancaire. Quand on se démerde bien, oui. Hein ? Quand on se démerde bien, oui, par rapport au taux fixe et tout ça, ça peut être très intéressant. On n'est pas loin de ça, moi, je trouve. On n'est pas loin de ça. Moi, mais il faut savoir jouer avec. Ah oui, bah complètement. Mais ne serait-ce que le taux fixe, en fait. Mais après, pour les personnes, combien de fois je l'ai entendu ces dernières années, les gens qui disaient « Ouais, mais non, c'est bon, ils vont pas taper sur l'immobilier, machin, parce que ceux qui dirigent en font eux-mêmes, machin. » C'est pas la même stratégie, déjà, attention. Eux, c'est du patrimonial, hein, c'est différent. Ouais, ils sont tout en Et par rapport aux personnes, à la catégorie d'âge qui regardent nos vidéos, les gens connaîtront, on a une personne, par exemple, qui s'appelle Charles Gave. Charles Gave, ça fait quand même depuis 2017 qui dit il ne reste plus qu'un endroit à taper pour le gouvernement, c'est l'immobilier. Et il dit de toute façon ça va arriver tôt ou tard. On est en plein dedans. Il fallait juste se préparer. On n'est pas loin de ça, ouais. C'est vrai que ça charcle là, c'est vrai. Enfin, puis on voit des idées les plus connes les unes que les autres. Mais et même si ça passe pas, il y a l'idée quand même. Les mecs qui se disent tiens pourquoi pas. Tu vois regarde, moi j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps qui a fait 40 000 vues. C'était sur l'impôt à la plus-value sur la résidence principale. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui me disent bon bah d'une part Renault c'est pas signé, je dis c'est vrai, pas de problème, c'est pas signé. Et d'autre part, ça va concerner pas spécialement beaucoup de personnes. Je dis ok très bien. Sauf que là tu es en train d'ouvrir la boîte de Pandore en fait. Et dans la mesure où ça passe, qu'est-ce qui te dit que dans 2 ou 3 ans, ce sera plus 5 ans mais ce sera 7, ce sera plus 7 ans, ce sera 10, et puis finalement l'abattement on va le réduire, et puis finalement on va enlever ça, et puis d'ici 15 ans, ben, en fait on payera un impôt à la plus-value standard, quoi, sur les plus-values des C'est exactement ça. Et il y a eu mieux que ça. Toi, je sais pas si tu as déjà été confronté à ce genre de truc. J'ai un ami qui est expat, mais qui a un appart sur Paris. Lui, il a été confronté à un truc, ce sont les loyers, les revenus supputatifs locatifs. Supputatifs ? Locatifs, ouais. Supputatifs ? Alors, supposé ? En fait, ouais, c'est ça. Supposé ? C'est ça. On suppute que, voilà. En gros, ce qui s'est passé, lui, c'est il est expat dans les pays de l'Est. Et donc, il a son appart sur Paris qui est vacant. Ouais. Ah oui, ok. Eh bien, il a carrément reçu une lettre des impôts lui demandant de payer des impôts sur les loyers qu'il aurait pu recevoir. Ouais, ça existe déjà. Parce que comme son appartement est vacant et que, en gros, la ville de Paris, mais bon, il n'y a pas que la ville de Paris, mais la ville de Paris est sur une doctrine en ce moment de 0 logement vacant. Déjà, il va falloir faire un tour du côté du 16e et du 8e, hein, on verra ce qu'il en est. Ouais, il me semble qu'il y a de la place là-bas dedans. Voilà. Enfin bref, vu qu'ils ont une stratégie 0 logement vacant, eh bien, il a reçu des impôts comme ça à payer sur des revenus locatifs qu'il aurait pu, encore mieux, percevoir. Comme en Suisse, quoi.
comme en Suisse. Tu vois le truc? Ah, c'est vrai qu'en Suisse, il y a ça aussi, oui. Eh oui, en Suisse, ça marche comme ça. Là, sur le canton de Genève, il y a ça, oui, c'est vrai. Tous les cantons, alors là, c'est... Oui, mais c'est Genève, je crois, la base, si je me trompe pas. C'est eux en premier qui l'avaient mis en place. Même sur le canton de Vaud, là qui est juste à côté de chez nous, ça marche comme ça. Le canton de Neuch, ça marche comme ça. Ça marche comme ça. C'est en fonction du crédit. Tu te dis, mais on en est où? On en est où, quoi? C'est pourquoi, si mon logement, je veux qu'il soit vacant, c'est mon logement, j'ai quand même le droit. Ça peut te foutre, ouais. Non, lui, il a reçu les impôts comme ça, et puis bon, bah, les loyers à Paris, oui, donc il a quand même eu une petite somme à payer, quoi. Ouais, bah je pense, ouais. Ouais, bah en plus c'est GCRDS, parce qu'on suppose que c'est du nu, j'imagine. Oui, exactement. Ouais. Non, c'est une taxe, non, pardon, c'est une taxe, donc ça doit être encore différent. Enfin bon, bref. Ouais. Mais oui, c'est en nous qui l'ont fait passer. Voilà vers quoi on va, quoi. C'est-à-dire que, puis de toute façon, un jour ça, c'est encore des trucs qui seront nationaux, mais enfin... Ouais, enfin bon. C'est pour ça que moi j'aime bien faire quand même ces vidéos, effectivement, où clairement je fais du putaclic, mais je dis, mais regardez ce qui est en train de se passer, quoi. Donc, effectivement, c'est pas signé, c'est pas ça, mais jusqu'à quand? Mais et je trouve... c'est exactement ça, comme tu dis, il y a les idées qui sont là. Ouais, c'est ça. Déjà, et moi, je voulais faire, j'avais une idée de vidéo, tiens, tu me diras ce que t'en penses. Moi, je voulais faire une idée de vidéo où genre je m'imaginais, tu sais, en représentant surcommuniste, ou genre, tu vois, et je donne une quantité de listes pas possible sur comment est-ce que je pourrais faire pour rendre le logement accessible à tous, avec des idées très particulières, tu vois. Mais je me dis, si je la fais, imagine que je la fais, et qu'il y a un mec, de la LFI ou des Macron ou je sais pas quoi, qui tombe dessus, qui dit, tiens, Renaud Léris, pas mal, quoi. Et qui prennent mes idées. Tu vois, l'une de mes idées, par exemple, pour flinguer tout le monde, c'est-à-dire que par exemple, tout le monde dit la loi Laglaise, bail de réalité solidaire. Oui. Et moi, je m'étais toujours dit qu'en fait, non, tout ça, ça sert à rien. Imagine qu'on monte la taxe foncière du niveau des loyers. Oui. Pour flinguer tous les investisseurs. Tu fais ça, c'est-à-dire que vous pouvez louer votre appartement 400 € par mois, et ben je vous mets la taxe foncière à 400 € par mois. Et là, sur un truc comme ça, bien sûr, tu oublies complètement de dire que, en gros, en 2 ans, ton patrimoine immo du pays, il est mort. 0. C'est-à-dire, je t'envoie... Ça, t'en parles pas. Et ben, je suis sûr que oui, il y a des mecs qui vont être capables de reprendre ce genre de truc en disant c'est une formidable idée. Et puis t'as même des mecs, je suis sûr, tu vois, qui vont pas comprendre et qui vont dire ah ouais putain mais lui il a des bonnes idées, putain faudrait vraiment qu'on fasse ça et tout. Et puis, tu vois, genre tu vois, tu fermes, tu prends une zone tendue, tu vois, genre le Pays Basque, parce que ça vient du Pays Basque en fait, c'est des Basques les mecs qui ont voulu faire ça. Tu prends Bayonne, Biarritz, Sandaï, là tu prends toute cette petite bande, tu leur fermes, tu prends toutes les mairies qu'il y a autour, tu dis maintenant voilà c'est pas compliqué, taxe foncière égale loyer. Taxe foncière égale loyer, et bien sûr, plafonnement des loyers. Que des conneries comme ça. Tout ce que... Il y a des gens qui signent pour ça. Il y a des gens qui votent ça. Il y a des gens qui sont d'accord avec parce ça. Parce que tu peux vendre même le truc, que du coup, tout le monde va vouloir vendre son logement, donc les prix vont énormément baisser. Donc le logement vous pourrez devenir propriétaire pour rien du tout. Et tout le monde sera propriétaire de sa résidence principale. Et il n'y aura plus de méchants spéculateurs immobiliers, il n'y aura plus de méchants marchands de biens, il n'y aura plus de méchants promoteurs. Puisque, de toute façon, vous pourrez devenir propriétaire pour une paille. Et si vous n'y arrivez pas, de toute façon, j'encadre les loyers comme un port. C'est-à-dire que, par exemple, maximum, je sais pas moi, 400 € pour 100 mètres carrés. C'est ça. Tu vois, vraiment, j'écrase tout. Et puis, le pauvre mec qui a investi là-dedans, je lui dis, écoute, les 400 €, tiens, je te les prends aussi en taxe foncière. Tu vois, c'est pas la peine de se faire chier avec une loi Laglaise ou avec un BRS, tu le fais avec la taxe foncière. T'augmentes ta taxe foncière, c'est fini, t'as tué tout le monde. Donc je m'étais dit, je vais faire une vidéo comme ça, genre je sais pas, tu vois, avec un truc à marteau et faucille, et tu vois. Et puis je fais ça, tu vois. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, c'était une vidéo humoristique. Ah non, mais t'appliques le programme de l'URSS dans les années 50, c'est bon. Hein. Ça passe. Puis t'as des gens qui vont dire, c'est pas mal. Je dis, voilà, tu verras, il n'y aura plus de problème de logement ou je sais pas quoi, tu vois, l'immobilier vaudra rien, tu pourrais y aller pour que dalle, quoi. Mais cela étant dit, la disponibilité, enfin je veux dire le logement, tu fais le tri soit par le prix, soit par la disponibilité. Et en général, quand tu as des secteurs, d'ailleurs c'est ce qui se passe chez nous, parce que par exemple tu prends les grosses villes, elles sont saturées, pourtant tu as des lits. Si on était comme dans un pays anglo-saxon, genre Londres ou New York, les loyers à Paris seraient beaucoup beaucoup plus chers. Oui. Beaucoup beaucoup plus chers. Ce qui fait que, c'est parce que justement en fait c'est encadré chez nous. Mais donc du coup, tu as un autre problème qui arrive. Donc le tri n'est pas fait avec le prix, mais il est fait avec la disponibilité.
Moi, là où je dis, ça serait marrant, tu vois, qu'on puisse, tu sais, un peu comme des fois, tu peux avoir des histoires comme ça dans des mangas ou des machins avec des mondes parallèles et tout. Moi, j'aimerais bien voir, genre, on dit demain, il n'y a plus aucune régulation, genre, full libéralisme, Ouais, de ouais, A à Z. putain. Il n'y a plus de régulation, il n'y a plus rien. Et on voit ce qui se passe. Ah, ça, moi, j'adorerais voir Mais il faudrait le le faire dans les truc. deux sens. C'est-à-dire, il n'y a plus de PTZ, il n'y a plus de Pinel, il n'y a plus Ah, il n'y d'APL, a plus rien. Il n'y a il plus n'y a plus rien. d'APL, il y a plus rien, tu laisses vraiment le marché. Bah ouais, moi je serais curieux de voir ça. Bah il y en a un, il y a un pays qui a essayé de faire ça, plus ou moins. Ah, bah oui, l'Argentine. Il y a un pays qui a essayé de faire ça. Voilà, Javier Milei qui a plus ou moins fait ça. Bah ça a marché, hein. Bah, plus 60% D'offres locatives. d'offres locatives sur Bah oui. Buenos Aires. Et oui, on est sur une augmentation euh, merde. Une augmentation également des expulsions pour tous ceux qui payent pas et tout ça. Parce qu'il n'y a plus aucune loi qui couvre. Et Ouais, c'est tout le ça, hein. monde, ça y est, remet son bien en location. Tout est reparti. Les prix se sont stabilisés. Mais je C'est pense que top. ça a dû libérer du foncier, je pense, là-bas dedans. Ah bah Je oui, ah oui, pense, oui, hein. oui. J'avais regardé justement pas mal d'études qui avaient été faites depuis son élection. Et Ouais. super intéressant. Bah je pense que ouais. Ouais, mais par contre, tu vois, tu n'aides plus le promoteur à construire, mais tu n'aides plus le locataire à payer. Tu vois, faut que ça aille dans les deux sens pour que ce soit Ah juste. bah non, mais ça c'est sûr. Bah, déjà, moi, en fait, ce qui me dérange, sauf, bon, quand c'est pour moi, si c'est sur un prime rénov, ça va. Mais autrement, dès que ça parle de subvention, déjà, j'arrête d'écouter, Ouais, tu vois. je suis pas un grand fan, ouais. Ah, Tout moi, ce qui est, la subvention, moi, je dis quand l'État te donne un truc, ça mais tout pue, ce qui est accepte pas. investissement administratif, moi, sur les profils d'investisseurs, moi j'aime bien dire qu'il y a quatre profils. Il y en a un que j'appelle le profil administratif. Il y a des gens qui sont devenus mais, méga riches juste sur l'administration et sur leur capacité à lever toutes les aides de l'État. T'as Oui. vraiment des gens qui arrivent à payer zéro sur leur réno, à se faire aider sur leur acquisition, qui font tout en exploitation, garantie visale et tout, mais vraiment, et ils sont devenus méga riches grâce à ça, quoi. Juste sur les conventions ANA, tous ces trucs-là, mais vraiment, le profil administratif, le mec a envie de se faire chier avec tout ça, enfin, ça marche. Mais pour moi, je trouve que c'est un danger. Parce que si demain, on débranche la machine, ça se passe comment? Euh, Ça, par contre, ouais. Après, sur les trucs ANA, j'ai vu, il y a pas mal d'investisseurs où ils arrivent franchement à se démerder dans certaines zones. Parce que comme ils se font rembourser les travaux, Ouais, ils c'est arrivent à ça. trouver, mais déjà bon courage, parce qu'il faut réussir à trouver un truc rentable lorsque tu le loueras à des tarifs allégés. Ouais, c'est ça. En plus, ouais, t'es plafonné, Mais t'as comme plein ils de se trucs. font rembourser après une partie, ça leur fait de la trésor. Et là, Ah, mais là il y a très des intéressant. mecs. Mais bon, il faut les trouver, hein, les biens comme ça. Ah, mais il y a des mecs, enfin voilà, ils jouent là-dessus, quoi, tu vois, sur le profil vraiment administratif, ok, je peux faire ça, 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 ça. Et puis, c'est pas pourri, t'as des belles rénos, hein, les mecs qui font des belles rénos et tout. Ah oui, oui, Après, oui. faut sélectionner ton locataire parce que tu vas mettre un prix pété. Mais t'as des mecs, moi, enfin, je les félicite parce qu'il faut voir un peu la paperasse qui se tape, hein. Ah bah par contre, ouais. Bah, t'as intérêt d'avoir des équipes derrière, en fait, qui gèrent, Waouh! Non, qui puis gèrent qui ça, connaissent le d'avoir truc et des tout. bons Ou, contacts. pas au-delà des équipes, il faut surtout avoir des connaissances dans l'administration. Ouais, bah les bons contacts. Ouais. Parce que si tu vas à la fleur au fusil, tu peux comprendre le principe, le truc général, mais dans le concret, en fait, par exemple, tu prends ma prime rénov, si t'as pas de contact dans le truc, t'es mort. Ah, puis moi, là, c'est ce qui me fait péter un plomb avec l'administration française, c'est tu vas voir un tel, t'as une version, tu vas voir un autre, t'as une autre version. J'écoute Mais c'est qui, en ça, fait? ouais. Et t'as jamais rien d'écrit. T'as jamais rien d'écrit. C'est un peu opaque, ouais. Et puis même, Quand j'ai fait mon passage de LMNP à LNP, j'ai vu 7 personnes, j'ai eu 7 versions différentes. ouais, mais c'est ça le problème. Et tu sais comment j'ai fait? Parce que pour te dire à quel point on a des fonctionnaires qui sont vraiment claqués, j'ai fait confiance à ChatGPT. Ah ouais? J'ai expliqué tout mon problème à ChatGPT et il m'a sorti tous les trucs, les articles de loi, les trucs, les machins, et j'ai préparé mon passage comme ça. Ok. Ouais, parce Et au que. moins, j'avais tout déjà, j'avais une trace écrite, donc je savais exactement ce qu'il fallait que je fasse, machin et tout. Je risquais pas d'oublier quelque chose. J'ai suivi à la lettre, tout s'est passé nickel. J'écoute ChatGPT, les autres, ah mais il y a faudrait ça, vraiment que oui mais il y a j'apprenne. ça, oui mais il y a ça. Non, mais... ChatGPT, faudrait vraiment que j'apprenne à mieux m'en servir. Je m'en sers quand même assez régulièrement, description, parfois recherche d'infos et tout, correction orthographe et tout, mais tu sais, je trouve que ça peut vraiment être surpuissant ce truc en réalité. Avec ChatGPT, moi, j'ai un très bon ami à moi qui est Mais il y a comment lui il qui s'appelle sort. là dans le groupe là avec Jean-Marie de Bonsaï là.
Ah bah il y Comment il s'appelle? a Virgile, il y a Virgile, Ouais. Waouh! sa formation autocopie, ouais. Ouais, Bah, il m'a déjà envoyé un coup un truc. Moi, j'ai pris Bonsaï Premium et tout, mais un coup, il ouais, bah nous avait pareil. envoyé un truc. Oh! Putain, c'est impressionnant, quoi. Quand tu sais Oui, t'en c'était servir de ce truc. pour les personas, ouais. Ouais, ouais. Mais tu sais que moi, j'ai un très bon ami à moi là, qui s'est expat en Thaïlande. Et là, fallait qu'il reprenne un taf. Et il se sert de ChatGPT pour générer des CV en fonction des offres de poste qui sont faites en face. Et il s'est fait des trucs vraiment sur mesure. Ok. Et franchement, lui, pareil, hein, dès que j'ai besoin d'une question là-dessus, machin, je lui demande quand tu gères ChatGPT, mais Ta derrière, vie, en elle peut changer, hein. administratif, en tout ça, ah oui. Ah, mais le temps que tu économises, d'ailleurs, ça, c'est un truc que je suis en train de regarder, moi, pour mettre ChatGPT avec faire de l'intégration avec Make, tout ça. Bon, pour ceux qui connaissent, ils verront. Mais pour répondre à mes clients. C'est ça. Ah, ok. Bon, bah alors là. Pour répondre aux clients sur des trucs, des questions qui reviennent souvent, tout ça. Parce que ChatGPT, en fait, là où il est très bon, c'est quand tu le laisses gérer. Si tu lui donnes trop de consignes, c'est mort. Mais si tu le laisses gérer, il est excellent. Tu lui Faudra donnes deux, vraiment. trois Là, infos et voilà. j'ai eu un. Dans le groupe là, WhatsApp là, que j'anime aussi, il y a un des participants, il s'appelle Paul. Il a eu une idée de dingue, c'était de donner en fait à bouffer un PLU à ChatGPT. Et puis ensuite de faire une analyse par rapport à la validité d'un projet sur telle commune ou telle commune, quoi. Puis moi, je me Oui, souviens que c'est j'avais eu faisable. cette idée une fois, et ça m'avait sorti des informations qui étaient fausses. Alors j'imagine que mon prompt n'était pas bon, mon script n'était pas bon, je sais pas quoi. Mais lui, il me dit qu'il avait réussi à avoir un résultat qui était plutôt cohérent, même s'il fallait un petit peu faire gaffe. Mais tu vois, enfin, on pourrait avoir des applications administratives ou de business model, même pour l'immobilier, quoi. Ah oui, oui, bah, tu sais que tous mes montages fiscaux, les trucs comme ça que je fais, maintenant, je les fais avec ChatGPT, hein. Ah ouais, d'accord. Et en fait, ce qu'il faut, c'est faire au fur et à mesure. Faut pas donner tout d'un coup. Tu fais au fur et à mesure. Ok, je voudrais faire ça. Est-ce que c'est possible? Oui, non. Tac, tac, il t'explique. D'accord. Mais ensuite, je voudrais faire ça également. Et faut faire. Et après, pareil, hein, ChatGPT, il faut la version payante. Ouais, bah je pense aussi, La, moi la j'ai version changé gratuite, aussi. c'est pas assez poussé. Et en plus, il n'y a pas assez d'antériorité. Mais la version payante, Je crois que c'est au ouais, top. il s'arrête à Franchement. 2021, c'est ça, un ChatGPT gratos. C'est ça, Ouais, non? je crois ça Il prend pas les informations 2021. plus courtes, c'est pas ça? Mais même après, moi, je parle de l'antériorité au niveau des messages, donc ce qui va garder en mémoire par rapport à ce que tu Ok, lui as demandé plus tôt. ok, ok. Et franchement, ChatGPT, mais bien utilisé, ça te Ouais, fait bah je pense, économiser, hein. mais en temps de malade. En administration, mais t'imagines même pas le temps que ça te fait économiser. Ok, ok, bah purée. Non, mais il faudra vraiment ouais, que j'essaie de me renseigner là-dessus, puis que j'essaie de mettre un truc en place là-dessus, parce que je pense que ça peut vraiment valoir le coup, quoi. Ça, dans le programme là, que je vais prochainement sortir, justement, qui sera sur Bonsaï Premium, Ok, euh, je vais faire tout un module justement sur sur comment intégrer ChatGPT pour répondre aux clients et tout ça, et également comment l'utiliser pour analyser est-ce que son projet est possible ou pas. ok. Et je pense que ça peut intéresser beaucoup de personnes aussi. Ah, je pense, ouais. Je pense. Je Hmm. regarde juste un truc. Ok. Est-ce qu'il y avait autre chose? Parce Bah que non, je moi te cache pas que là, c'était du coup, je vais devoir rentrer sur un autre rendez-vous. Je suis désolé. pas de souci, t'inquiète. Je pensais pas qu'on durait aussi longtemps, mais c'est cool. Ouais, bah C'est vraiment moi cool. non plus, mais bon, hein, entre passionnés. Ah bah c'est ça, quoi. Faudra qu'on refasse, hein. On reprendra un autre sujet, je sais pas ce que t'en penses, faudra qu'on refasse ça. Peut-être sur les tendances, tu vois, il y avait d'autres sujets que j'aurais bien voulu qu'on aborde, tu vois, l'évolution tendancielle du marché, bah, par exemple chez toi, par chez moi. Ouais. Ouais, les tendances, tout ça, il y avait tellement d'autres sujets. Bah, écoute, au pire, on se refixera un truc, et puis, de toute façon, si le Oui, podcast bah il marche, oui, bah, oui. on le refera un coup, quoi. C'est Ça- qui c'est là qui fait régulièrement comme ça des vidéos en économie, c'est Olivier Delamarche et Sylvain Tiger. Ah, je les connais moins. Moi, Ils font, dans d'autres équipes, ils moi, font il y a un souvent mec des dont je trucs suis fan. ensemble comme ça. Ah bah pourquoi pas, hein. Il y a un truc que Ils moi parlent d'économie. j'aime bien, c'est le mec c'est Didier Darcet, je sais pas si tu connais. Euh, Di- Didier C'est Darcy. un mec qui bosse avec Charles Gave. Oui, oui, oui. C'est lui qui a la lettre d'investissement et qui a la Avec chaîne Grand Richard Angle. Détente, ouais. Bah putain, Ouais. Charles Gave, bon, j'aime bien, mais sans plus. Moi, celui dont je suis fan, c'est lui, c'est Mm. Didier Darcet. Moi, je suis fan de ce mec.
Ouais. J'aime bien ce mec. Bah, Charles Gave, après, hein, il y a à apprendre à en laisser. Mais par contre, il y a beaucoup de trucs qu'il a pu prédire Ouais, c'est pertinent. Non, mais ça reste pertinent, il n'y a pas de qui sujet. Hein, qui sont passés. Hein. mais j'aime bien le profil du mec quoi, qui est fan de physique-chimie, qui est fan on va dire de sciences fondamentales et puis qui applique ça à la finance. Quoi. Ouais. Faut y Moi, aller, tu quoi, vois, d'un point de vue cognitif, avec Olivier Delamarche, ce que j'aime bien, c'est que, bon, déjà, pareil, hein, les gars, ils parlent sans filtre, mais c'est les punchlines qui vont avec. Ouais, bah c'est ça, ouais. Un peu plus intellectuel l'autre. Mais ouais, c'est vrai, ouais. C'était pour le président de la Banque de France, comment il s'appelle Villeroy de Gallo. D'accord. Les gars, ils l'appelaient le cheval de course. Villeroy de Galles, ok, ouais. Et le cheval de course. Ah, il a un nom de cheval de course. Toi, tu te dis des trucs comme ça, le foutage de gueule, quoi. Non, mais après, non, c'est clair qu'ils sont. Non, mais c'est vrai que. C'est vrai que je consomme pas beaucoup de contenu immobilier. Et je sais que Sylvain, c'était quelqu'un qui faisait quand même pas mal d'immobilier pendant longtemps, puis qui a arrêté en fait parce qu'il était dégoûté. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais. Ah bah c'est ça. Okay. Olivier, c'est pareil, il a fait beaucoup d'immobilier et tout. Il s'est barré en Suisse, il en a eu marre, il a tout vendu en France. Il y en a plein, mais putain, faudrait que je fasse un sujet aussi sur la Suisse. Parce que je suis à côté, hein, moi je veux dire, là, ma commune, elle touche la Suisse. Ah bah oui. Faudrait que je fasse un sujet sur la Suisse, parce que c'est tellement spécial. L'immobilier suisse. Toi, c'est vrai que t'es juste à côté, mais quand tu dis en France, l'immobilier. En vrai, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, c'est jusqu'à quand? Moi, je dirais jusqu'à quand et où en France. Il y a des secteurs de France que je vois jamais décrocher, j'en vois d'autres partir à la casse, quoi. En fait, moi, c'est toutes les stratégies d'exploitation standard, comme on peut avoir là en courte durée. Moi, je ne les vois pas durer encore des années. Ouais, non, mais la courte durée, on va dire moyenne gamme et volume, c'est déjà plus ou moins mort, quoi. Si tu veux réussir à gagner, par exemple, si on prend la location courte durée volume, si tu n'as pas 5 ou 6 logements, tu peux pas faire de volume déjà. Non, tu peux pas. Ça, clairement, non. C'est ça le truc. Moyenne gamme, tu es dans la masse, tu te bagarres avec les prix, donc tu n'es pas loin du volume. Ouais, c'est ça, faut déjà basculer sur le haut de gamme, quoi. T'as pas le choix. Bah, c'était une phrase de Tougal, hein, ça, c'est sur un marché où t'es le moins cher, où t'es le plus cher. Entre les deux, t'es mort. T'es mort, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Donc c'est pour ça, moi, l'idée du volume, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que t'as du volume en quantité, puis t'es capable d'aller te vendre 30 euros la nuit et d'en avoir rien à foutre de la note parce que t'es plus fort, quoi. Et puis tu peux avoir cette stratégie volume pour écraser tes concurrents sur le court terme, quoi. Bah, t'en as beaucoup, c'est ça, mais comme je te dis, moi-même sur Saumur. Après, tu souffres quand même pendant. Il y en a plein, ils sont en train de se planter là qui faisaient ça, c'est hallucinant. Ouais, bah ça, je veux bien te croire. Je vais devoir franchement te laisser, vraiment, parce que le temps que j'aille que je prenne la route. Merci en tout cas, Marc. Je mets bien évidemment les liens du profil Bonsaï de Marc. Bah moi de toute façon, je t'envoie tout ce qui pourrait servir en insert ou des trucs comme ça. Ouais, si tu as de la ressource par rapport, c'est ça, par rapport au haut de gamme que tu as fait et tout, ça pourrait être super cool. Ou l'annonce directement Airbnb. Et puis ma foi, il faudra qu'on travaille quand même sur le support de l'accompagnement, notamment sur le moyenne gamme, sur l'information plus quali qu'on pourrait donner ensuite, quoi. Ouais, ça là-dessus, clairement, il n'y a pas de souci. Ouais. Sur les risques club et puis sur ton truc, quoi. Ouais, sur ton et franchement. Yes. Bah franchement, merci pour l'invitation, parce que je pense que ça va donner pas mal de force sur la chaîne. Donc, Ouais. Je vais essayer de faire une bonne vignette bien putaclic, histoire que ça fasse des vues, tout ça. Comme beaucoup. Allez, je te laisse, faut vraiment que j'y aille. Merci pour tout en tout cas, Marc. Allez. Et à très très vite. On se refera cette interview, ça m'a super plu. Yes, salut. À plus. Ciao.